Alors, je vous avais promis en introduction de cet après-midi des séries de témoignages et de questions fondamentales. On va passer tout de suite à un témoignage, une sorte de portrait. C'est Edouane qui est un de ses thésards, La tête dans les étoiles, mais lui il cherche à comprendre le cœur des étoiles à neutrons. Comment, de quoi est fait le cœur quel est l'état de la matière au cœur des étoiles à neutrons. Et donc, on va tout de suite voir son portrait. Quand j'avais une dizaine d'années, je voulais faire de l'astrophysique. J'étais vraiment passionné par tous les astres dans le système solaire, dans l'univers. Et donc j'ai fait une thèse pour pouvoir faire de la recherche après. Le sujet de ma thèse s'intitule « Holographie et phase extrême de la matière ». En fait, on pense à la matière au cœur des étoiles à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est en fait le résidu d'une étoile supermassive après l'explosion finale qui signe sa mort. La matière au cœur des étoiles à neutrons est dans un état extrêmement dense, tellement dense qu'on ne peut pas atteindre ces densités dans aucune expérience terrestre. Et donc, on ne sait pas actuellement quelles sont les propriétés de la matière dans ce régime de densité. Mon travail vise donc à proposer un modèle théorique. Et c'est un travail qui va proposer donc des prédictions sur comment se comporte la matière au sein des étoiles à neutrons. Ces prédictions pourront être comparées avec les observations de l'astrophysique expérimentale, en particulier grâce aux instruments qui observent les ondes gravitationnelles. La méthode que nous utilisons s'appelle la méthode holographique. C'est des calculs qu'on commence à faire d'abord à la main, analytiquement, jusqu'à aboutir à des équations qui ne sont pas solubles simplement avec un cerveau humain. Et donc, on a besoin de faire appel à des méthodes numériques pour résoudre ces équations. Donc je trouve ça très motivant d'être sur un projet qui est très théorique, où on se pose des questions sur vraiment des propriétés de la matière encore complètement inconnues, à très haute densité, mais en même temps de savoir que d'ici quelques dizaines d'années, il y aura des résultats expérimentaux disponibles qui permettront de comparer ce modèle à la réalité. Donc, étant en première année, je n'ai pas un très gros recul sur les conseils que je pourrais donner sur la thèse, mais je peux donner en tout cas des conseils sur le choix de la thèse. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé moi-même, c'est d'avoir fait un stage pendant une césure entre le M1 et le M2, où j'ai pu déjà rencontrer l'équipe avec laquelle je travaille et être sûr, même avant le Master 2, que c'était l'équipe dans laquelle je voulais faire ma thèse. Bien, donc c'était le témoignage d'Edouane. Alors, la première question fondamentale que nous allons aborder est plutôt simple dans sa formulation, mais la réponse très complexe. Comment était l'univers à ses tout débuts? Et comment les télescopes spatiaux vont permettre d'y répondre? Donc, pour nous en parler, Ken Ganga. Je commence. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Comme Mazar a dit, je vais parler de la cosmologie à l'APC et en particulier la cosmologie dans l'espace. Pour les gens qui pensent à venir à faire la cosmologie, je dois noter aussi qu'on fait les choses en plus que la cosmologie en espace. On a des télescopes par terre aussi, mais pour le moment, je vais vous parler de trois satellites en particulier. On a commencé avec le satellite Planck qui étudie le fond diffus cosmologique et c'est une mission spatiale qui est finie maintenant.
Maintenant, on prépare pour la mission spatiale Euclid. Et dans le futur, on va travailler sur le satellite Lightbird. Et chacun est fait pour la cosmologie, comme je vais expliquer ici. Voilà, ça marche. OK. Pour essayer d'orienter tout le monde, je vais donner 2 minutes, leçon de 2 minutes sur la cosmologie à partir de le film Cosmic Voyage. Et j'ai simplement piqué ça de YouTube. J'espère que ça va aller. Ici. Voilà, ça marche. Et comme c'est YouTube, il y a publicité que je arrête. Ce qu'on voit maintenant, c'est l'univers quand c'était très jeune. Et comme l'univers était en expansion aujourd'hui, ça veut dire au début de l'univers, c'était beaucoup plus compressé, plus petit. Ça veut dire que c'était plus chaud. Ça veut dire que toute la matière, par exemple, était ionisée. En fait, au début de l'univers, c'était plus ou moins un soupe de particules. On avait des protons, des neutrons, des électrons, des photons. Et maintenant, on sait qu'on avait de matière noire aussi. Mais on ne peut rien voir, c'est simplement un brouillard de particules. Mais l'univers est en expansion. Ça veut dire que l'univers devient de plus en plus froid. Ça veut dire qu'après un certain moment qui va arriver, plus ou moins ici, il y a des endroits qui deviennent plus en plus froids. Ça veut dire que les électrons et les... Waouh, mince, ça n'a pas marché. OK, ça commence ici. L'univers va devenir froid et ça veut dire à un moment, ça s'appelle recombination, les électrons et les protons combinent pour faire les atomes pour la première fois dans l'univers. Ça veut dire après ça, l'univers devient quelque chose en peu reconnaissable. C'est ici. Maintenant, dans l'univers, on n'a que de l'hydrogène et un peu d'hélium aussi. Mais il n'y a pas des étoiles, il n'y a pas de galaxies, il n'y a pas de planètes, etc. Ça prend des centaines de millions d'années pour commencer à former la structure qu'on voit aujourd'hui. Et normalement, ça arrive juste ici. Ça, c'est les premières choses dans l'univers. Ça s'appelle maintenant le Cosmic Dawn. Et je crois que la vidéo va finir maintenant. Et sinon, je vais l'arrêter moi-même. Je peux? Oui, je suppose c'est déjà difficile à me comprendre sans masque et avec masque, impossible peut-être. OK, je vais à la prochaine slide. Ici, je vais essayer de répéter exactement la même chose que j'ai dit avant, mais avec un autre schéma. Je n'ai pas noté qu'au début de l'univers, on croit qu'il y a quelque chose qui s'appelle inflation. C'est ça qu'on cherche vraiment, le vrai début de l'univers. Après, il y avait une expansion. L'univers est très chaud ici au début. Et puis, à ce moment de combinaison, on a mis les photons. Et ça, c'est l'émission de fond diffus cosmologique ici. Et ça, c'est le but d'étudier de Planck et aussi de Lightbird, nos premières et dernières satellites pour le groupe ici. Puis on a ce qui est appelé le Dark Ages. Ça, c'est où on n'a que l'hydrogène et que l'hélium dans l'univers, mais il n'y a pas beaucoup d'autres. Puis, à un moment, quelques centaines de millions d'années après le début, les étoiles, galaxies commencent à s'allumer. Et ça, c'est pour ça qu'on appelle ça le Cosmic Dawn. Et ici, plus ou moins, ça devient un univers qu'on peut connaître un petit peu. Il y a des étoiles, il y a des structures. Mais ces structures continuent à évoluer. Ça veut dire que la gravité continue à prendre de matière pour faire les structures de plus en plus grandes, les amas, les super-amas, etc. Et maintenant, vous avez probablement entendu qu'on a noté, c'était un prix Nobel il y a 10 ans, que l'expansion de l'univers commence à s'accélérer aussi. Et ça, c'est indiqué, on ne le voit pas vraiment, mais c'est l'accélération tout à la fin de cette graphique. Ça veut dire qu'on le note que maintenant. C'est que maintenant que c'est possible à voir cette accélération. Au début de l'univers, les autres choses ont dominé cette expansion. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on peut vraiment voir
l'accélération. Et donc, on croit que c'est la matière noire qui fait cette expansion ici. Et donc, c'est ça qu'on regarde. On regarde le début de l'univers, ça c'est Planck et Lightbird. Et ici, on utilise Euclid, et aussi LSST et autres expériences, pour regarder l'univers cosmologique aujourd'hui. Et pour moi, tout le but de cosmologie est de comprendre comment on va d'ici jusqu'à ici. Comment est-ce qu'on peut commencer avec quelque chose en brouillard, en soupe, et avoir l'univers qu'on voit aujourd'hui. Et l'analogie, je sais faire souvent, c'est que cette émission, le fond diffus cosmologique, était émise quand l'univers avait 300 000 années. Aujourd'hui, on a 14 milliards d'années. C'est l'équivalent de si l'univers était en personne de 50 ans. C'est comme le fond diffus cosmologique était émis 12 heures après le début, après sa naissance. Vraiment, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut commencer avec un univers bébé pour avoir l'univers qu'on voit aujourd'hui. Et il faut regarder les deux côtés. C'est ce qu'on fait. OK. Je vais continuer avec le satellite Euclid maintenant. Ça, on regarde les choses cosmologiques, mais plus proches à nous. On va essayer de regarder l'univers aujourd'hui. Et c'est les structures, les amas des galaxies et les grandes structures dans l'univers qu'on regarde. Et si l'univers est comme on prévoit, on voit quelque chose qui ressemble à ça aujourd'hui. Il y a 1 milliard d'années, on doit voir quelque chose comme ça, et on peut faire ça en utilisant la spectroscopie pour voir la distance des structures. Et après 5 milliards d'années, et après presque 14 milliards d'années. Ça, c'est l'univers au début, et on voit encore une fois, avec l'effondrement de structures par gravité, on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui. Okay. Un truc qui est particulier aussi, c'est qu'en fait, on vient de réaliser dans les dernières dizaines d'années que cet effondrement dans notre univers, la formation de structures, c'est mené par la matière noire. La matière noire fait 75% plus ou moins de la masse dans l'univers. Comment est-ce qu'on peut regarder la matière noire? En fait, il y a plusieurs façons de faire. Un qu'on va utiliser sur Euclid, c'est qu'on regarde les galaxies distantes, et on suppose ici, mais ce n'est pas nécessaire, on suppose ici que les galaxies sont sphériques ou circulaires au moins. Et puis, imaginez qu'il y a une grande masse de matière noire autour d'un amas ou quelque chose comme ça. La lumière émise par cette galaxie, qui commence circulaire, si vous voulez, passe par cet amas, et c'est l'entier, c'est la masse de matière noire fait courbure dans le trajet de lumière. Et le plus proche aux matières noires, le plus c'est courbé. Et donc, si on regarde ici, on voit des rayons qui semblent venir dans ces trois directions, par exemple. Et en fait, on voit pas une galaxie circulaire, on voit une galaxie qui est déformée. Et c'est dans cette façon qu'on peut cartographier le ciel et on peut essayer, même pas deviner, calculer où se trouve la matière noire dans les lignes de visée à côté de nos galaxies. Comment est-ce que ça aide? Encore une fois, pour moi, c'est un peu intéressant, abasourdant, qu'on utilise la lumière pour voir les choses qui ne sont pas lumineuses, en fait. On vient de discuter la matière noire, mais aussi j'ai mentionné l'énergie noire, cette cosmological constant, ce qui fait une accélération de l'expansion de l'univers aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut voir une expansion de l'univers récent en regardant les galaxies? En fait, la gravité fait effondrer les structures. Donc, on voit, avec la gravité, on voit beaucoup d'amas de galaxies, choses comme ça. On voit plus de structures.
Et avec l'énergie noire, dark energy en anglais, ça, c'est un peu en compétition. Ça fait séparer les choses un petit peu plus. Et donc, c'est un grand calcul. Il faut utiliser des simulations numériques. Mais on peut comparer ce qu'on voit dans le vrai univers avec ce qu'on peut calculer sans énergie noire et avec énergie noire pour voir quel univers a le bon montant de structure. Et on fait ça aussi avec le satellite Euclid et aussi LSST et les autres. Pourquoi l'espace? Il y a beaucoup de télescopes par Terre. Pour nous, il y a deux raisons. Pour le fond diffus cosmologique, c'est plus ou moins l'atmosphère dans tous les cas. Si on a besoin de regarder à travers l'atmosphère, c'est difficile, l'atmosphère bouge et ça veut dire que c'est très difficile de vraiment cartographier la forme de nos galaxies qui sont déjà petites. Et s'il y a des variations dans l'atmosphère, ça rend difficile cette mesure d'ellipticité. Et aussi pour le fond diffus cosmologique, qui est en fait, on mesure dans le micro-ondes. L'atmosphère lui-même, il est mis dans le micro-ondes et il absorbe le micro-ondes. C'est comme ça un four au micro-ondes marche même. Et donc, c'est mieux d'aller plus haut que l'atmosphère pour les deux cas, pour l'optique et pour le micro-ondes. Donc, on va dans l'espace. Et ici, pour le reste, ça, c'était les sciences. Maintenant, je vais simplement montrer quelques vidéos de le lancement de Planck. Malheureusement, Planck était lancé, comme Guillaume Patachon a dit cette matinée, en 2009. Donc, nos graphiques ne sont pas si forts que le graphique de Igosat, mais c'est réel au moins. Donc, ici, je vais passer 2-3 vidéos différentes. On a commencé ici. Ça, c'était le 14 mai 2019. On était lancé sur un Ariane 5 de Kourou en Amérique du Sud. C'était parfait. Même s'il y a des nuages, c'est incroyable. Les chercheurs, on sait qu'est-ce que c'est un nuage. Mais quand le fusée a disparu derrière les nuages, tout le monde est allé. Tout le monde avait peur. Je ne sais pas pourquoi. C'est un nuage et c'est sorti. Ça a continué. Le lancement était parfait. On avait quelques nuages, mais je crois que c'était lancé. On avait une fenêtre de lancement de 2 minutes ou quelque chose comme ça. Et on a lancé dans les premières 15 secondes de notre fenêtre, par exemple. Ça, c'est le centre de contrôle à Kourou. Et je crois que le film devient lent maintenant. Donc, je vais le pousser un tout petit peu. Attendez, oui, voilà, on voit le centre de contrôle encore le centre de contrôle. Pour le moment, on suit le satellite avec un télescope par terre simplement. Mais bientôt, on va voir, je crois, les boosters qui vont tomber. Je voudrais voir ça au moins. C'est toujours contrôle. Et puis, on va voir un petit truc. Oui, je crois que c'est ici où les boosters sont jetés. Voilà, juste là. Et ça, c'est le fin de cette film. Voilà, ça, c'est la separation de boosters. Bien sûr, ça, c'est une caméra dans le fusée. Et je vais continuer avec ça. Hop, c'est pas ça je voulais. Comment est-ce que je... Non, ça, c'est la même chose. Désolé, j'apprends toujours à utiliser Google Slides. Voilà, ici. OK, maintenant, on va continuer, mais maintenant, c'est une animation. Ah, mince. Excusez-moi. Voilà. Si ça marche. OK, c'est une animation. On va voir encore une fois les boosters qui sont jetés. Et le point ici, c'est de noter que Planck et Herschel, en fait, on était lancés, on n'avait pas 130 ou je ne sais pas combien de satellites, mais on avait 2 satellites dans notre lancement. Herschel, qu'on voit, et Planck, c'est en bas, dans un bouclier, dans ça.
Et nous, on n'était pas lancé autour de la Terre, en fait. On est lancé plus loin que la Lune. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ici. OK. Ce qu'on sait, est-ce que c'est possible de diminuer la lumière juste en face de l'écran? Probablement pas. De toute façon, ce que je sais... Ah, merci. Ça, c'est le Soleil. Ça, c'est la Terre qui est juste ici. Donc, la Terre fait son orbite autour du Soleil. Ce que je voulais noter, normalement, les satellites font leur orbite autour de la Terre. Ce n'est pas le cas pour nous. Ça, c'est la Lune. En fait, on est quelque chose comme 3 fois plus loin de la Terre que la Lune. Et on fait notre trajet était comme ça. Ça s'appelle le deuxième point Lagrange. Je crois que le premier point Lagrange était déjà noté. C'est un endroit très tranquille où on peut regarder dans le sens opposé du Soleil et la Terre. Et il n'y a aucun bruit. On peut regarder le ciel sans être embêté par ni le Soleil, la Terre, la Lune ou toutes les choses qui vont ici. OK. Ça a pris 3 mois pour aller dans cette orbite. Je crois que c'est fini. OK. Une fois on est à L2, on avait besoin de jeter Herschel. Herschel a fait quelque chose, mais ce n'est pas Herschel qui m'intéresse ici. C'est Planck qui est dans cette couverture ici. Et il faut imaginer, on n'a aucun contrôle à ce point. Donc, on a préparé 2 années pour vraiment préparer toutes les manœuvres. C'était plutôt les agences spatiales qui ont fait ça. Mais il faut que tout soit parfait parce qu'on ne peut pas, malheureusement, envoyer un graduate student ici pour réparer les choses. Si quelque chose ne va pas, c'est perdu. Heureusement pour Planck, ça a marché. Je crois que c'est tout ici. Je vais continuer. Et à la fin, Planck a fait son balayage de ciel. Voilà, comme ça. On a mis Planck en route de tournée. Et ça fait des cartes de cercles dans le ciel. Et pendant qu'il fait son orbite autour de la Terre, cette cercle tourne. Et ça veut dire qu'après 6 mois, on avait cartographié tout le ciel. Après 1 an, c'est 2 fois, et on a fait 4 et même 8 fois, selon l'instrument, de cartes de fond diffus cosmologique du ciel. Ça, c'est ce qu'on essaie de montrer ici avec Planck. Ça, c'est presque 6 mois, et maintenant, quand ce sera fini, c'est 6 mois d'observation. Ici, on voit notre galaxie. C'est la ligne brillante, mais le fond diffus cosmologique, c'est les parties d'or de notre galaxie qui nous intéressent. Et vous avez probablement vu, malheureusement, ça, je me demande si je peux refaire. Non, ça retombe. Ici, ça c'était un système de balayage très simple pour Planck. Pour aller encore mieux, on va avoir un système de balayage encore plus difficile, plus compliqué, disons, avec le satellite Lightbird qui doit être lancé à la fin des années 2020. Ici, c'est une animation qui est faite pour visualiser, fait par un stagiaire de moi qui viens de finir ce travail. Et je vous invite de participer à cette grand enjeu aussi. Merci. Oui. Le lancement de Lightbird, c'est prévu à quelle heure précis? Précis, ça c'est difficile. Au début, il y a 2-3 ans, je devrais dire c'est un satellite mené par l'agence spatiale japonaise. Au début, c'était 2028, puis c'était 2029, et maintenant, il y a assez d'incertitude qu'on dit la fin des années 2020. Ouais. Et même ça, c'est peut-être optimiste. C'est lent. Le problème, voilà, et le défi, dit-on, de Lightbird, est qu'il faut vraiment avoir
des contributions japonaises, des contributions européennes et les contributions américaines. C'est vraiment des projets internationaux ici. Ça, c'est difficile. Et pour le moment, aux États-Unis, ils ne sont pas prêts à faire un commitment parce qu'ils sont en train de faire leur le Decadal Survey, le recensement de communautés de chaque 10 années. Et donc, ils vont faire une décision. La NASA ne va pas faire une décision avant le résultat de ce recensement. D'autres questions? Si je peux poser une question, c'est en termes de précision, de résolution par rapport à Planck, Lightbird va gagner... Vous avez mentionné précision. Pour la précision angulaire, Lightbird est beaucoup pire que Planck. Planck est beaucoup mieux. Mais en termes de sensibilité, oui. Pour vraiment cartographier tout le ciel et les petites variations de tout le ciel, Lightbird, je n'ai pas le chiffre exact avec moi, mais par exemple, il y a une centaine de détecteurs sur Planck. Il y a il y a des milliers de détecteurs sur Lightbird. Ça, c'est le ordre de grandeur. Merci beaucoup, Ken. Merci beaucoup. Donc, on va tout de suite passer à un portrait. C'est le portrait de Myriam qui se pose une question qui pourrait paraître surprenante. Et c'est comment faire la différence entre un neutrino et une crevette. Et ça, c'est pour le futur observatoire KM3net au fond de la Méditerranée. La base de la recherche, c'est de se développer, de développer l'inconnu. Pour moi, c'est ça la recherche. Je travaille sur l'évaluation du potentiel astrophysique de KM3net pour la détection des neutrinos de basse énergie provenant des supernovas. En fin de vie, le cœur d'une étoile n'est plus constitué que de fer. Et le fer est l'élément le plus stable dans l'univers. Alors, il ne peut plus jouer son rôle de réacteur nucléaire, ce qui fait qu'il s'effondre sur lui-même. Il s'ensuit une gigantesque explosion qu'on appelle une supernova. Elle est suivie de l'éjection de milliards de particules qui sont les neutrinos, qu'on essaie de détecter avec nos télescopes à neutrinos. Alors, KM3net est un télescope sous-marin à neutrinos. Il est en cours de construction. Il est constitué de plusieurs lignes qui sont constituées elles-mêmes de modules optiques qui contiennent des photomultiplicateurs. Ces lignes sont immergées au fond de la mer Méditerranée. Au fond de la mer Méditerranée vivent des micro-organismes bioluminescents qui ont la capacité d'émettre une lumière qui est proche de celle qu'on veut détecter. Cette lumière constitue un bruit environnemental pour nous. En fait, ce que je fais, c'est que je développe des algorithmes basés sur l'apprentissage automatisé, relevant de l'intelligence artificielle. Ces algorithmes, ils me permettent de créer, de caractériser les différentes composantes de ce bruit environnemental, ce qui me permettra par la suite de différencier, de classifier mes événements neutrinos provenant des supernovas, donc mon signal du bruit environnemental. On n'a pas besoin d'être expert dans un domaine pour en faire sa thèse. Les techniques de machine learning, c'est tout nouveau pour moi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire avant de commencer ma thèse. Et donc là, on est obligé de se former. Là, on découvre de nouvelles techniques. Ça nous fait grandir d'une certaine manière. Ce que je peux conseiller à un étudiant qui envisage de faire une thèse, ils doivent surtout être passionnés, ils doivent être persévérants. Même quand c'est difficile, c'est là où ils pourront avancer, c'est là où ils pourront se développer, c'est là où ils se sentiront devenir chercheurs petit à petit. Bien, très beau message donc de Myriam.
Donc c'est la thèse qui a eu un prix de ma thèse en 180 secondes au Maroc, comme nous l'a rappelé Alessandra. Alors notre deuxième question fondamentale concerne les rayons cosmiques. On en a beaucoup parlé depuis ce matin. Et là, il s'agit des rayons cosmiques de très haute énergie. Et pour en parler, donc c'est Étienne Parizeau qui vient équiper de choses intéressantes. Ouais, je vais faire une petite manip pour vous. J'ai ressorti un truc des tiroirs, enfin, des coffres. Je pense qu'il n'est pas sorti de la poussière depuis à peu près 80 ans. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle un électroscope. C'est un truc tout bête. Je sais pas, ouais, je peux le mettre là. Je sais pas où on voit mieux. Personne n'est un peu grand, je ne sais pas voir grand-chose. Donc c'est un plateau métallique qui est relié à des barres métalliques mobiles. Et en fait, si on les charge, j'amène des charges électriques. Prenez un micro, s'il vous plaît. Ah, ça par exemple? Oui. Yes. Ok, donc j'ai frotté ce bâton sur ma chemise, ou n'importe quoi. Ça amène des charges, un excès de charge et un transfert de charge de l'un à l'autre. Et du coup, quand on s'approche là du barreau métallique, les charges sont transmises, parce que c'est conducteur, vers les petites pales métalliques que vous voyez dans le bas. Et elles se repoussent, parce que les charges de même signe se repoussent. Et si je les dépose là, par contact, voilà, et que je retire, ouais, vous voyez que c'est... Voilà, bon, j'en ai pas mis beaucoup, mais vous voyez que c'est un peu... Enfin voilà, ça se repousse. Et si je mets plus de charges, ça se repousse plus. Et puis, si j'évacue les charges, eh ben, ça se repousse plus. Alors dans le temps, on faisait tout ça à l'école. Je ne sais pas si les étudiants ici ont vu ce genre d'objet. Enfin, c'est bête comme chou, hein, vraiment. Ouais, bon, j'en ai pas mis beaucoup. C'est parce que je transpire un peu. L'humidité fait que ça devient conducteur. C'est pas génial. Bref. Ok, allez. Je peux poser ça. Merci. Alors, je vais vous parler... Mode présentateur. Yes. Peut-être. C'est pas mode présentateur. Ah, faut pas mettre mode présent. Ah, si, c'est bon. Ça marche. Bon. Donc, je vais vous parler des rayons cosmiques. J'ai appelé ça les rayons cosmiques de l'espace à l'espace. Comme c'est une après-midi sur l'espace, je me suis dit que je pouvais mettre 2 fois le mot espace, même si c'est un peu énigmatique. Ça risque de s'éclairer rapidement. Alors, les rayons cosmiques, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose d'absolument merveilleux, qui est étrangement peu connu. Il s'agit de noyaux d'atomes qui sont énergétiques, voire très énergétiques, voire très énergétiques. Et ils se propagent dans la galaxie, et même au-delà, en fait, entre les galaxies. Alors, pas beaucoup. Mais, et ils sont défléchis, comme c'est les noyaux d'atomes, ils sont chargés, ils sont défléchis par les champs magnétiques. Donc au hasard des champs magnétiques, ils se baladent dans la galaxie. Puis de temps en temps, ils arrivent sur Terre, évidemment. Alors ils jouent un rôle majeur dans l'écologie galactique. Souvent, les gens imaginent que la galaxie, c'est des étoiles avec du vide autour. Alors c'est vraiment pas ça. Hein. La galaxie, c'est plein de choses très diverses. Il y a du gaz. Alors évidemment, c'est vide, mais c'est jamais complètement vide. Donc il y a du gaz diffus, plus ou moins dense, il y a du gaz moléculaire, du gaz atomique, il y a du gaz ionisé, du gaz froid, très froid, 10 degrés Kelvin, du gaz chaud, du gaz très très chaud, 1 million de Kelvin. Il y a tout un tas de phases en fait, qui constituent un véritable écosystème avec des équilibres entre les phases. Et il se trouve que les rayons cosmiques sont au cœur de cette écologie, c'est-à-dire que ça régule, les rayons cosmiques régulent tout cet équilibre entre les phases, l'équilibre thermique, l'équilibre de ionisation. Ils sont aussi responsables de l'amplification, de la génération du champ magnétique turbulent en particulier. Ils régulent la formation d'étoiles, ce qui n'est pas rien évidemment dans une galaxie. Ils ont une influence majeure sur l'astrochimie, tous les processus chimiques qui se passent dans le milieu interstellaire.
Et puis, ils sont à l'origine de tous les rayonnements appelés non thermiques, dans toutes les longueurs d'onde qu'on voit dans les sources astrophysiques. Ils sont aussi responsables de la nucléosynthèse des éléments légers. Si vous trouvez un atome de beryllium quelque part sur Terre, ça a été dans le passé un rayon cosmique. Donc c'est vraiment extrêmement important. Leur origine, néanmoins, est inconnue, en tout cas partiellement inconnue, voire totalement inconnue pour ceux de plus haute énergie, qui sont ceux dont je vais parler. Par ailleurs, ils ont un rôle capital dans la naissance même de la physique des particules. En fait, la physique des particules est née à partir des interactions des rayons cosmiques. Et puis ça a même une influence sur nos vies quotidiennes. Passez pas trop de temps en avion parce que vous allez être irradié par les rayons cosmiques dont nous protège l'atmosphère, mais plus on s'élève, évidemment, moins on est protégé. Et puis ça a même un rôle dans l'évolution des espèces en faisant des mutations. Donc c'est quelque chose de très important. Peut-être à ce stade, vous vous dites, mais comment c'est que j'en ai jamais entendu parler? Bah si, justement, on en parle, donc voilà, tout va bien. Donc la découverte des rayons cosmiques, voilà le petit électroscope. Alors c'était ma démonstration, chargé comme ça, déchargé comme ça. Et en fait, ça a été découvert en quelque sorte par Coulomb. Alors, évidemment, il ne le savait pas, mais en 1785, quand Coulomb établit les lois de l'électrostatique, il a constaté qu'il y avait deux types de charges qui se repoussaient, qui s'attiraient suivant le signe, etc. En fait, il a aussi constaté que les électroscopes se déchargeaient tout seuls. Normalement, ils ne doivent pas se décharger parce que l'air est isolant. Donc là, j'ai posé des charges dessus, et puis elles y restent. Voilà. Mais sauf qu'il a remarqué que ça se déchargeait, et évidemment, il n'a aucun moyen de comprendre pourquoi. Faraday refait la même observation au début de la première moitié du 19e siècle, et ils n'ont absolument aucune façon de comprendre ce qui se passe. Et en fait, on comprendra ce qui se passe très longtemps après, un siècle après, quand on a découvert la radioactivité. On s'est aperçu qu'il y avait en fait des rayonnements ionisants. Et donc, si vous approchez de l'uranium de ça, ben, l'uranium avec les rayonnements ionisants vont ioniser l'air, et du coup l'air devient conducteur, ça fait des charges, et donc ça va évacuer les charges. Et petit à petit, l'électroscope se décharge. Et du coup, une fois qu'on comprend ce qui se passe, l'électroscope peut devenir un outil pour mesurer le taux d'irradiation. Parce qu'évidemment, plus il y a d'irradiation, plus vous créez d'ions, plus vous évacuez les charges rapidement, et donc la vitesse de décharge des électroscopes devient une façon de mesurer la quantité de radiation. Alors ça, c'est intéressant. Du coup, les gens commencent à étudier ces choses-là. Alors, comme vous savez, il y a la radioactivité naturelle. La roche est radioactive, il y a du potassium dans la roche. Et donc, donc c'est pour ça que ça se décharge spontanément. Au bout d'un moment, ça se décharge. Si vous allez dans le fond des mines, ça se décharge aussi, parce que en fait, c'est la roche qui est radioactive. Et du coup, les gens se sont dit, alors si les roches sont radioactives, si je vais en haut de la tour Eiffel, je suis beaucoup plus loin des roches, ça va se décharger moins vite. Alors effectivement, quand on le fait, ça se décharge moins vite parce qu'il y a moins d'irradiation. Mais si on calcule de combien ça devrait être atténué, on s'aperçoit que ce n'est pas assez atténué quand même. Donc c'est un peu bizarre, les gens commençaient à trouver ça bizarre. Et il y a des gens qui se sont dit, on va aller encore plus haut, donc on va emmener des électroscopes, comme ça, enfin un peu plus perfectionnés, en ballon. Et donc c'est Victor Hess qui a obtenu le prix Nobel pour sa découverte. Il est monté à 5300 mètres dans un ballon, et puis il s'arrêtait, il faisait des paliers à 500 mètres, il mesurait la rapidité de décharge, il en déduit des radiations. Et ce qu'il a vu, alors ça c'est une synthèse je peux montrer par là, c'est une synthèse des résultats aussi après fait par Cluster jusqu'à 9000 mètres, alors du coup télécommandé. Lui, il y est monté vraiment en petite liquette dans la nacelle. Et puis il mesure, et ce qu'on voit, c'est que plus on s'élève, plus il y a de rayonnement. Et donc, évidemment, la conclusion, c'est que le rayonnement, il vient pas de la Terre, mais il vient du cosmos. Et donc, on appelle ça le rayonnement cosmique. Alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces particules? Et puis, quelles sont les sources de ces particules? Il y a un truc qui nous irradie depuis le cosmos. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, problème numéro 1, les rayons cosmiques interagissent en fait dans la haute atmosphère. Je vous ai dit qu'elles nous protégeaient l'atmosphère. Parce qu'en fait, les rayons cosmiques se baladent dans la galaxie, ils arrivent dans l'atmosphère, et puis ils interagissent, puis ils font des particules secondaires. Et en fait, ce qu'on voit au sol, les particules qui ionisent l'air au sol comme ça, ce sont les particules secondaires. Donc vous pouvez les regarder tant que vous voulez, vous ne saurez pas ce que c'est qui vient de là-haut. Donc c'est un peu embêtant. Alors cependant, les gens ont rapidement compris qu'en fait, c'était des particules chargées, et pas des photons énergétiques. Ce n'était pas les rayons X, par exemple. On savait qu'ils pouvaient aussi ioniser. Tout simplement parce que les particules chargées sont défléchies par les champs magnétiques. Et les champs magnétiques dans le cosmos, on en connaît un très bien, c'est l'élément de la Terre. Et en fait, en regardant comment ces particules, en fonction de la direction d'arrivée, on voyait qu'il y en avait plus au pôle qu'aux petites latitudes. Et puis il y avait des effets est-ouest, etc. Et les gens ont conclu que ces particules primaires
avant d'interagir, étaient en fait des particules chargées et de charge positive, ce qui est remarquable. Et donc, en fait, c'était essentiellement des protons. Mais n'empêche qu'on a accès qu'aux particules secondaires et on ne peut pas en dire grand-chose, si ce n'est leur flux global. Donc, je vous ai mis les nombres ici. Il y a typiquement 4 rayons cosmiques par centimètre carré par seconde. Clac, 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 clac. Sur toute la surface de la Terre, ça arrive du cosmos. Donc, c'est quand même pas mal. Si on intègre ça, évidemment, c'est un noyau d'hydrogène, un proton, ça pèse pas lourd, mais enfin, si on intègre sur toute la surface de la Terre, ça fait à peu près 1 kg par an de matière extraterrestre, même extrasolaire, en fait, hein, ça vient vraiment de toute la galaxie, et même de certaines galaxies, il y a un peu de matière extragalactique qui nous parvient. Très bien, mais donc, problème, on n'a pas accès aux particules primaires. Solution, il n'y a qu'à aller dans l'espace. Alors évidemment, quand ça a été découvert, c'était un peu tôt pour l'espace, mais enfin maintenant qu'on sait aller dans l'espace, eh bien évidemment, on va dans l'espace et on mesure ça. Et alors, on a accès du coup au type de particules. Et on s'aperçoit qu'on a des noyaux de tout type. Alors c'est dominé par les protons, il y a aussi pas mal d'hélium, puis un peu de carbone, un peu d'oxygène, puis il y a un peu de tout en fait. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là, c'est un truc extraordinaire, ça c'est la composition de l'univers. Voilà en fonction du numéro atomique ici, donc vous avez l'hydrogène à gauche et puis ça monte jusqu'à l'uranium, et vous avez la quantité de noyaux. Donc vous avez toute une distribution qui a l'air clairement de ne pas être au hasard. Alors il y a 1000 façons d'expliquer ça, enfin les astrophysiciens savent expliquer ça. Juste pour vous donner une idée des échelles, c'est des échelles logarithmiques là, très, très lourdes. Donc si vous avez une référence d'un atome ici, par exemple pour l'uranium, vous avez 1 million d'atomes de nickel, etc., de phosphore, 1 milliard de carbone, de fer, et puis 1000 milliards d'hydrogène. Donc c'est sur des vastes ordres de grandeur, vous avez des abondances très différentes des différents noyaux. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que si on compare la composition dans le rayonnement cosmique, qui est en vert ici, ou je ne sais pas quelle couleur, ouais, et la composition dans le milieu interstellaire standard, vous voyez que c'est exactement pareil, à quelques exceptions près là, qui sont les deux seules en fait sur l'ensemble du spectre, mais grosso modo, ça vous dit que c'est la même composition, ça veut dire que ces rayons cosmiques, ils sont accélérés à partir de la matière ambiante. Il y a de la matière dans l'univers, et il y a des trucs qui accélèrent ces particules, reste à savoir comment et quoi exactement où. Alors, bon, c'est une grande nouveauté, ce que j'ai mis ici, c'est ce qu'on appelle les nouveaux messagers. Donc, pendant 40 000 ans, on a fait de l'astronomie avec des photons, et là, il y a de la matière qui nous arrive, et on peut en déduire des choses. Alors, je dois aller très vite, donc maintenant, on sait ce que sont ces particules, c'est des noyaux d'atomes, avec tout un tas de types possibles, mais qu'est-ce que c'est que les sources? Et là, on tombe sur le problème numéro 2, qui est absolument terrible, c'est que justement, comme c'est des particules chargées, qu'elles sont défléchies par les champs magnétiques, et qu'il y a des champs magnétiques partout dans la galaxie, eh bien, là, je vous ai mis une simulation de la trajectoire d'un rayon cosmique dans la galaxie. Alors, j'aurais pu le faire à la main, un gros gribouillage. En fait, vous voyez que ces particules sont défléchies, donc elles sont émises quelque part par là, et puis après, voilà, elles évoluent dans la galaxie. Moralité, quand vous observez un rayon cosmique qui vient par là, la source, elle était peut-être là-bas, ou peut-être là, ou peut-être là. En fait, c'est complètement isotropisé, et du coup, quand on voit un rayon cosmique, non seulement on ne sait pas quelles sont les sources, mais on ne sait même pas où sont les sources. Quand vous faites de l'astronomie avec des photons, c'est facile. Vous voyez une étoile par là, l'étoile, elle est là. Les photons, ils vont tout droit. Mais avec les rayons cosmiques, non. Donc, en fait, on ne sait pas où sont les sources. Et ce qu'on observe en rayons cosmiques, c'est le mélange de ce qu'envoient toutes les sources partout dans l'univers, qui arrivent tout en même temps, distribuées isotropiquement dans le ciel. Pas facile. C'est exactement... Alors, oui, ça, je vous sais... L'illustration, là c'est les rayons du soleil, ça va tout droit, et là même si vous ne voyez pas le soleil, vous savez où il est là, genre. Mais pour les rayons cosmiques, c'est exactement comme si vous étiez dans le brouillard, c'est un brouillard magnétique, parce que, donc voici une photo à haute résolution du ciel en rayons cosmiques, où que vous regardiez, il y a la même intensité, tout simplement parce que tout est isotropisé par les champs magnétiques galactiques. Donc ça c'est un peu embêtant, et alors donc ça c'est le problème numéro 2. Mais il y a une solution. Et la solution, c'est d'aller plus haut en énergie. Parce que là, je vous ai mis donc, des simulations de propagation des rayons cosmiques dans la galaxie à différentes énergies. Basse énergie ici, énergie un peu plus haute, un peu plus haute, un peu plus haute. Donc plus l'énergie est grande, moins ils sont défléchis par les champs magnétiques, ça c'est naturel. Et donc ils vont de plus en plus droit. Et si vous pouvez aller suffisamment haut en énergie, au bout d'un moment, ils vont pointer vers les sources. Si vous voyez un rayon cosmique par là, peut-être il vient d'un peu à côté, mais il ne vient pas de là-bas. Et donc, c'est l'espoir de faire de l'astronomie avec des particules chargées. Alors la question c'est, jusqu'à quelle énergie est-ce qu'il existe des rayons cosmiques? Est-ce qu'il y en a assez énergétiques pour qu'effectivement on commence à percer le brouillard magnétique? Alors pour ça, je suis obligé de revenir en 1938. Pierre Auger a découvert ce qu'on appelle les gerbes atmosphériques géantes ou gerbes cosmiques.
Et il s'agit de la détection simultanée de particules secondaires issues d'un seul rayon cosmique, mais qui est très très énergétique et qui, comme vous le voyez sur cette simulation aussi, va produire, étape par étape, plein de particules secondaires. Un rayon cosmique arrive, il en fait une douzaine d'autres particules, des muons, des pions, des kaons, qui elles-mêmes sont très énergétiques, qui en font plein d'autres, qui en font plein d'autres, qui en font plein d'autres, et vous pouvez récupérer, si la particule initiale est très énergétique, vous pouvez récupérer plein de particules secondaires, et à ce moment-là, si vous avez des détecteurs au sol, vous répartissez un peu, vous allez voir qu'ils s'allument tous d'un coup. C'est ça qu'a vu Pierre Auger. Il ne savait pas au début qu'il y avait des germes, mais il a vu d'un seul coup, il y a des détecteurs qui s'allument tous d'un coup, et ça ne pouvait pas être juste le fruit du hasard. Et il en a déduit qu'il y avait des particules très énergétiques, et en regardant un petit peu la quantité de particules, leur répartition au sol, il a réussi à déduire l'énergie de ces particules. Et la conclusion, c'est que ces particules sont très énergétiques, mais très énergétiques. Alors, si on dit énergétique, typiquement, c'est une particule relativiste qui a une énergie cinétique qui est de l'ordre de son énergie de masse, E égale mc2. Je pense que ça vous parle. Donc, pour ceux qui sont encore jeunes étudiants, il y a ce fameux facteur de Lorentz qui mesure l'intensité des effets relativistes. Typiquement, si vous allez à la moitié de la vitesse de la lumière, ce facteur, il vaut, à vitesse nulle, il vaut 1. À la moitié de la vitesse de la lumière, il vaut 1,15. Aux 3/4 de la vitesse de la lumière, il vaut 1,51. Puis plus vous rapprochez, plus ça monte. À 90%, il vaut 2,22. Et puis à 99%, il vaut 7. Eh bien, les rayons cosmiques vus par Pierre Auger, ils ont un facteur de Lorentz, comme on l'appelle, de 1 million. Et ça fait des effets relativistes importants. Vous savez qu'il y a ce phénomène de dilatation des temps et contraction des longueurs. Vous avez 1 seconde du temps propre de ces particules qui dure 3 semaines de notre temps à nous. Et inversement, 1 km chez nous, enfin sur Terre, ça représente 1 mm de ces particules. Donc ça, c'est 10 puissance 15 électronvolts. Si on dit que énergétique, c'est l'énergie de masse, très énergétique, c'est 10 fois l'énergie de masse, très énergétique, c'est 100 fois l'énergie de masse, et bien là, c'est très énergétique. OK, mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la galaxie, c'est vaste. Et à ces énergies-là, une particule, donc un proton de cette énergie-là, a un rayon de gyration, donc le rayon de courbure de sa trajectoire dans le champ magnétique, qui est de l'ordre d'une année-lumière. Mais une année-lumière, c'est petit à l'échelle galactique. Et donc, même à ces énergies-là, les rayons cosmiques se baladent dans tous les sens, et le ciel est complètement isotrope, donc on ne peut pas distinguer les sources. Alors la question, c'est est-ce qu'il existe des rayons cosmiques encore plus énergétiques? Et la réponse est oui. En 1962, en février, il y a eu un événement dingue. On a détecté un rayon cosmique qui était très énergétique. 10 puissance 20 électronvolts. Alors là, c'est un facteur relativiste de 10 puissance 11, 100 milliards quand même. C'est-à-dire qu'une seconde du temps propre de ces particules, c'est 3500 ans de notre temps. On rigole plus du tout. Et la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, ben la voilà, 1,50 m dans le référentiel de cette particule. C'est-à-dire que pour venir du Soleil à nous, évidemment, comme vous savez, à la vitesse de la lumière, on met 8 minutes à peu près. Mais dans le temps propre de ces particules, c'est 5 nanosecondes. Voilà l'ampleur de ces distorsions relativistes pour ces particules. C'est complètement fou, je vous ai mis la vitesse là en fraction de la vitesse de la lumière. C'est plusieurs joules, c'est-à-dire c'est une énergie macroscopique dans un proton, ou en tout cas un noyau d'atomes. Et puis en 1993, très exactement le 15 octobre 1993, on a vu encore un rayon cosmique le plus énergétique jamais vu à ce jour, encore 3 fois plus énergétique. Donc on les appelle les rayons cosmiques d'ultra haute énergie. Ouais, excusez du peu. Et qu'est-ce que je montre? Ah oui, alors, problème numéro 3, ces rayons cosmiques dont ils sont tellement énergétiques, on se dit, OK, ceux-là, ils vont tout droit. Oui, le problème, c'est qu'ils sont très rares, mais alors très, je ne vais pas tous les dire, ils sont très, ils sont 32 très rares. Ce que j'entends par là, c'est que, voilà, je vous montre un chef-d'œuvre, ça, je pense, c'est la plus grande merveille du monde physique. Vous avez ici le spectre des rayons cosmiques, c'est-à-dire leur flux, en fonction de leur énergie. Et ça s'étend sur 32 ordres de grandeur en flux et 12 ordres de grandeur en énergie. Et c'est un processus hors équilibre qui doit être en permanence produit par l'univers. Comment? Justement, on aimerait bien savoir. C'est une merveille absolue. Et pour vous donner donc une idée de cette rareté, que c'est très rare,
Eh bien, donc je vous ai dit, il y a à peu près 4 particules par centimètre carré pour les rayons cosmiques en général qui arrivent sur Terre. Mais pour les particules les plus énergétiques, celles qui sont susceptibles d'aller presque tout droit dans l'univers, eh bien, il y en a une par mètre carré par milliard d'années. Donc, soit vous avez un détecteur d'1 mètre carré et vous attendez 1 milliard d'années et vous en avez une, soit eh bien, vous construisez un détecteur de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Juste ça. Et effectivement, on l'a fait. Et par exemple, l'observatoire Pierre... Enfin, pas par exemple, c'est pas comme s'il y en avait 1000. Hein, c'est le plus grand, clairement, l'observatoire Pierre-Auger, auquel donc, l'APC et les N2P3 ont énormément contribué, comme vous savez. Enfin, ceux de la maison. Donc, c'est quasiment à l'échelle. Là, c'est ici, là, en Argentine. Et puis là, donc, en fait, vous avez des détecteurs distribués sur 3000 km². Et en fait, quand il y a une gerbe qui arrive de très 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 haute énergie, avec des centaines de milliards de particules qui arrivent au sol, eh bien vous pouvez reconstruire la gerbe, en déduire la direction d'arrivée, etc. Bref, vous pouvez travailler là-dessus et commencer à étudier ces particules. Alors c'est génial, oui, j'ai mis ils sont fous ces astros, ça c'est clair. Le problème numéro 4, c'est qu'en fait 3000 km², ça ne suffit pas. Alors ça c'est quand même un peu fou. Le problème c'est qu'on est toujours dans le brouillard magnétique. Alors comment ça se fait ? Alors en fait, il y a 2 raisons. D'abord, en fait, on s'est aperçu qu'à très haute énergie, c'est un des résultats majeurs de l'observatoire Pierre-Auger, on s'est aperçu qu'à très haute énergie, en fait, les noyaux, ils sont plus lourds. C'est plus des protons qui ont une charge de 1 proton, enfin, donc des noyaux d'hydrogène qui ont une charge d'1 proton, ce sont plutôt des noyaux de plus en plus lourds, carbone, oxygène, et en fait, c'est probablement dominé par du fer à cette énergie-là, donc une charge 26 fois plus grande, donc une déflexion 26 fois plus grande. Et donc, ouais, un proton à ces énergies-là, ils iraient carrément tout droit, mais un noyau de fer, non. Et c'est pas assez. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a probablement beaucoup plus de sources qu'on ne le pensait. Auquel cas, parce que si vous avez qu'une source, que la source est un peu élargie, ok, vous en avez une là, et c'est bon. Mais si vous avez plein de sources partout, tout se superpose et on n'y arrive plus. Donc c'est embêtant. Alors la solution, alors soit encore plus grand, mais plus grand que 3000 km². Il y a déjà 1600 détecteurs pour couvrir les 3000 km². Il faut mettre 20 000 détecteurs. Il y a un moment, on avait pensé ça. C'est vraiment compliqué. Alors, une solution proposée, c'est l'espace. Et l'idée, c'est que voilà, vous avez ces gerbes de rayons cosmiques qui arrivent. Donc, vous avez des rayons cosmiques qui arrivent. Alors, c'est rare, mais il en arrive quand même de temps en temps, à très haute énergie. Et ils font des vastes gerbes qui se développent dans l'atmosphère. Et en fait, ces particules peuvent exciter les molécules de l'air qui se désexcitent en émettant un rayonnement de fluorescence tout bête. Et donc, si vous regardez le ciel, vous allez voir le rayonnement de fluorescence généré par ces particules excitées par les particules secondaires générées par le rayon cosmique. Donc, le détecteur, en fait, c'est l'atmosphère. L'atmosphère détecte le passage des particules et vous détectez en fait la lumière émise par des molécules excitées par les particules produites par le rayon cosmique. Et de là, vous voulez savoir quel était le rayon cosmique, d'où il vient, quelle était son énergie. Mais en fait, on peut le faire. Alors, on sait le faire au sol, mais je vous ai dit c'est compliqué parce qu'il faut couvrir des vastes domaines au sol, c'est compliqué. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est d'aller dans l'espace, en fait. Puisque c'est l'atmosphère, le détecteur, si on allait dans l'espace et qu'on regarde non pas le ciel, mais vers la Terre avec un champ de vue un peu large, vous pouvez couvrir d'un seul coup. Vous êtes à 400 km d'altitude, si vous êtes en orbite basse, par exemple sur la Station spatiale internationale, vous avez un champ de vue de 30 degrés à peu près, enfin plus ou moins 30 là, et vous couvrez 200 000 km². Puis si vous le tiltez un peu, vous couvrez 500 000 km² d'un coup. Et là, donc, peut-être qu'on peut commencer à jouer. Donc c'est ça l'idée. Et ça, c'est l'idée à la base de l'observatoire ESO, enfin de la collaboration ESO, qui veut dire Extreme Universe Space Observatory. J'adore ce mot, rien que pour ça, on devrait tous travailler là-dessus. L'observatoire spatial de l'univers extrême. Mais oui, il faut y aller. Alors voilà, donc l'idée c'est de se mettre, voilà le concept, on se met dans l'espace, non pas pour regarder l'espace, mais pour regarder vers le sol, qui est notre détecteur de particules qui viennent de l'espace. Voilà pourquoi j'ai appelé le talk de l'espace à l'espace. Voilà, alors simplement, donc cette technique, on la maîtrise au sol, mais on veut la porter dans l'espace, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc en fait, il y a un vaste programme international, la collaboration GEM-ESO, qui regroupe 17 pays, 83 instituts, 300 membres,
C'est soutenu par toutes les agences, mais c'est un programme qui se monte petit à petit avec des pathfinders, c'est-à-dire des missions intermédiaires qui montent en technologie et qui démontrent la possibilité de ça. Donc c'est tout un programme spatial qui consiste en plusieurs barreaux d'une échelle d'un Stairway to Heaven. Le premier barreau a été initié en fait par nous, par les Français, via le CNES, qui a financé une première mission ballon. Dont on était chef de projet à l'APC. Guillaume Prévost, qui est ici, était chef de projet pour cette mission. Et puis après, on a fait un vol avec la NASA en 2017, un vol en ballon également. Et puis on a mis sur l'ISS, la Station spatiale internationale, en 2019, on a mis un instrument, un Pathfinder. Je vous montre une ou deux images, mais rassurez-vous, c'est quasiment terminé. Donc ça s'appelle Mini-ESO. Donc là, on est en ce moment, il y a notre instrument dans l'ISS qui observe vers le sol. Alors il est trop petit pour voir des rayons cosmiques aussi rares que ceux dont j'ai parlé, mais on voit tout un tas d'autres choses fascinantes, parce que c'est aussi la première fois en fait qu'on observe l'atmosphère dans l'UV. Je ne vous ai pas dit, mais c'est dans l'UV, parce que les rayonnements de fluorescence sont plutôt concentrés dans l'UV, avec une précision spatiale, une résolution spatiale et temporelle très très grande, hein, puisqu'en fait on travaille à 2,5 microsecondes, donc en fait on fait des films de ce qui se passe, parce qu'on veut voir la gerbe se développer, on veut voir vraiment la trace du rayon cosmique se développer en temps réel. Et donc, c'est 400 000 images par seconde, et on est sensible aux photons uniques, parce que, quand même, il s'agit de voir à 400 km de distance la lumière produite, la lumière secondaire, doublement secondaire, produite par des particules dans une gerbe. Donc, il n'y a pas beaucoup de photons qui arrivent. Donc, on est capable de détecter des photons uniques, et ça, c'est des petits bijoux qu'on développe à l'APC, justement. Là-dedans, vous avez 256 pixels qui comptent les photons un par un, à raison de 400 000 images par seconde. Et en fait, on est en train de grader pour faire 1 million d'images par seconde. Bref, donc il y a toutes ces étapes intermédiaires. J'ai déjà probablement dépassé mon temps. Juste pour dire que donc à l'APC, on fait des développements théoriques et instrumentaux très importants. Alors évidemment, on intervient sur la science des rayons cosmiques depuis très longtemps, à l'époque de l'Observatoire Pierre-Auger également. Et puis on a tout un tas de responsabilités importantes de l'APC. Bon, justement, on est responsable de ces unités de détection, on est responsable de l'étalonnage, on fait aussi l'électronique de front-end. Vous avez ici Sylvie Blin qui a designé l'électronique de front-end pour ces manips. Donc je vous ai dit, on a le chef de projet ballon, on participe au management de la collaboration, on est dans le comité exécutif. Bon, j'ai été nommé très récemment le responsable au niveau international de cette collaboration. Donc voilà, on est très impliqué là-dedans. Et puis donc on a cette pépite technologique reconnue par l'IN2P3 qui est donc cette unité de détection. Donc vous pourrez venir voir si vous voulez. Donc voilà les missions qu'on fait là-dedans. Bon, ça c'était notre vol ballon en 2014, vous voyez la nacelle. Donc l'instrument est dedans. Et ça, en fait, c'est un assemblage de ces petits outils-là. On en fait une matrice et ça nous fait la surface focale. Quand on met ça derrière une lentille, vous voyez que ça me donne un peu la grosse tête. On met ça derrière une lentille de Fresnel. C'est les mêmes trucs que vous avez à l'arrière des bus, hein, qui permettent de voir large. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir un très grand champ de vue pour effectivement couvrir des centaines de milliers de kilomètres carrés au sol d'un seul coup. Donc c'est ça l'idée. Bon, voilà, c'était sur le pas de lancement en 2014, bon, ça commence à dater. Et ça, c'est l'instrument qu'on est en train d'intégrer, parce qu'on a un prochain vol de la NASA qui est prévu donc, en 2023. C'était prévu une année avant, mais le Covid est passé par là. La Covid, pardon. Donc on a cette mission NASA qui est programmée. On est en train d'intégrer cet instrument à l'APC. Donc venez nous voir. Ça là, cet instrument, là, on est en train de l'ajuster. Passez nous voir en salle 413A et vous pourrez y jeter un coup d'œil. Il va voler. Voilà. Et puis ça, donc c'était juste la photo je n'ai pas le petit film comme mes prédécesseurs, la photo du lancement de Mini-ESO, donc le Pathfinder qu'on a actuellement dans l'ISS. Donc on l'a lancé en août 2019. Donc voilà, on est là, c'est là-bas, là, dans le module russe, c'est sympathique. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Oui, l'ISS, c'est joli. Ouais, bah, c'est ça l'instrument en question. Ah oui, je voulais juste vous montrer. Vraiment, c'est alors un quart de microseconde. Donc ça, c'est l'instrument en question. Alors, quand on se le trimballe au sol, c'est un peu lourd. Et je voulais juste vous montrer parce que c'est quand même rigolo. C'est bête comme chou, mais c'est quand même rigolo. Alors, est-ce qu'on en est? Je vais passer un petit peu. Alors, voilà, vous n'avez pas le son, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est du russe. Moi, je ne parle pas russe, mais
Donc ça, c'est Oleg Sripotska qui est un astronaute. Là, il est dans la NASA et c'est notre instrument qu'il a dans les mains, là. Et pouf, pouf, évidemment, ça pèse plus rien là-haut. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, je voulais juste vous montrer ça pour terminer. Donc, notre instrument, on n'est pas les seuls dedans, hein, vous avez vu, c'est une collaboration vaste. Mais enfin, on a développé les détecteurs de cet instrument, pas l'optique en l'occurrence. Vous reconnaissez ici la lentille que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc voilà, je crois que je peux m'arrêter là. J'avais un dernier slide probablement pour dire que voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'espace, il y a de la place. L'espace, c'est spacieux. Merci. Merci beaucoup, Étienne. Et ça s'est déchargé. Alors, on va quand même prendre le temps de quelques questions. C'était vraiment passionnant. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, ça a l'air de marcher. Oui, merci beaucoup pour cet exposé passionné et passionnant. Et vous nous avez montré un graphique en forme de ligne droite qui descendait. Oui. Avec le flux vers les ordonnées et en abscisse l'énergie. Voilà. Et vous dites qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît? Ouais, ça, ouais. Oui, ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que c'est une distribution extrêmement continue. Donc, vous avez un phénomène physique qui couvre 12 ordres de grandeur en énergie, 32 ordres de grandeur en flux. Je mets au défi quiconque de trouver un phénomène physique qui couvre, avec une telle régularité, un aussi vaste ensemble un aussi vaste domaine en énergie et en flux. Étant entendu qu'il s'agit là d'un processus hors équilibre. En fait, vous avez, c'est en diagramme log-log, si ça vous parle, donc ça veut dire que c'est une loi de puissance. Ici, quasiment, il y a une petite coupure, brisure qui est intéressante astrophysiquement, mais je ne rentre pas dans les détails. Vous avez une loi de puissance parce que, évidemment, si vous regardez, par exemple, la distribution de vitesse des molécules de l'air ici, comme vous savez, c'est une Maxwell-Boltzmann, et donc vous avez quelques particules infimes qui ont beaucoup d'énergie, et puis d'autres qui sont quasiment au repos, donc ça va probablement couvrir un vaste spectre, mais ça c'est juste un processus à l'équilibre. Là, on est hors équilibre, c'est-à-dire qu'en permanence, il faut reproduire ce spectre, donc il y a des sources dans la galaxie et au-delà, dans d'autres galaxies, qui en permanence, parce que ces particules, en fait, en se propageant, perdent de l'énergie, donc disparaissent, et donc en permanence, il faut les refabriquer, comme ça, pour maintenir ce spectre à l'équilibre, sur donc 32 ordres de grandeur en flux. C'est absolument sans précédent, sans équivalent à ma connaissance dans l'univers physique. Voilà, c'était... Et donc, si on faisait les prélèvements à un autre endroit de l'espace, on arriverait à la même courbe, pareil? Oui, oui, parce qu'effectivement, à plus basse énergie, en fait, je ne suis pas rentré dans les détails, à plus basse énergie, ces rayons cosmiques sont galactiques essentiellement, donc vous allez n'importe où dans la galaxie, vous allez trouver ça. Alors, si vous êtes juste à côté d'une source, ce serait formidable, vous allez en avoir un peu plus, et vous saurez que la source n'est pas loin. Malheureusement, mais en moyenne, justement, on ne sait pas trop où sont les sources, en moyenne, tout ça se mélange, comme je disais, à cause de ces champs magnétiques qui isotropisent tout, donc vous allez n'importe où dans la galaxie, vous avez ça, grosso modo, en moyenne. Et puis, la partie la plus énergétique, ça c'est intéressant, il y a un moment justement, les champs magnétiques galactiques ne sont pas assez intenses pour confiner les particules, parce que quand même, ça finit par aller un peu tout droit. Et donc là, on sait que ces particules viennent d'autres galaxies. Et à ce moment-là, pour les plus énergétiques, vous allez n'importe où dans l'univers, vous avez à peu près ce flux-là. Alors c'est pareil, ça dépend un peu où sont les sources, mais on ne sait pas trop. Donc il y aura des petites variations, mais on pense, enfin on a de très bonnes raisons de penser que c'est à peu près un spectre moyen. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Une dernière question, alors, de Ken, vas-y. Pourquoi il y a moins de mesures entre très haute énergie, il y en a beaucoup, très bas énergie, beaucoup, entre les deux? Oui, alors, on pourrait compléter, il y a d'autres mesures maintenant, ce plot date un peu, il y en a un peu d'autres, mais la raison quand même, c'est qu'effectivement, en fait, jusqu'à à peu près par là, on va dans l'espace, pour ça, parce que sinon on n'a pas accès aux particules primaires, on va dans l'espace et juste on met un détecteur et on attend que les particules passent. Et évidemment, comme le spectre décroît rapidement, plus on va en énergie, moins il y en a. Donc on est obligé de faire des bins plus grands et on a beaucoup moins. Le flux est trop faible. Donc, alors, à un moment, il devient tellement faible que ça ne marche plus comme ça et que notre seule façon de détecter ces particules, c'est d'observer les gerbes de particules.
Donc à ce moment-là, c'est la mesure indirecte. On est au sol et on regarde l'atmosphère, où on voit passer dans les détecteurs au sol. Et à ce moment-là, donc, on récupère du flux parce qu'on peut couvrir des grandes surfaces. Et donc, à nouveau, on a plus de données. Donc c'est ce qui explique grosso modo la situation. Donc il y a un passage de l'espace au sol. Et justement, notre idée, c'est de remonter dans l'espace maintenant pour aller voir, pour aller couvrir plus loin. Mais on ne peut le faire qu'à ultra haute énergie, parce que pour voir des photons à 400 km de distance issus par une seule particule, ça ne peut pas être une petite particule qui vient. Il faut vraiment des super grandes énergies. Donc voilà, on ne peut remonter dans l'espace que aux ultra hautes énergies. Alors, nous avons une question sur le chat qui nous interpelle, et c'est important aussi de répondre. Oui, tout à fait. Donc, dans le chat, il y a quelqu'un qui demande, c'est Stan, qui demande que bien qu'on ne connaisse pas les origines des rayons cosmiques, il voudrait savoir quelles seraient les théories les plus populaires. Alors, pour les rayons cosmiques de plus basse énergie, les plus communs, ceux qui sont vraiment un peu partout dans la galaxie, on a de très bonnes raisons de penser que les supernovae, les explosions d'étoiles, ils sont pour quelque chose. Soit de façon très directe, c'est-à-dire qu'on connaît un mécanisme d'accélération des particules dans les ondes de choc générées par les supernovae quand elles explosent dans le milieu interstellaire. Elles éjectent de la matière à une vitesse supersonique par rapport à la vitesse du son dans le milieu interstellaire. Ça crée des ondes de choc, ça fait des discontinuités de vitesse, il y a du champ magnétique autour, et on peut montrer facilement que quand une particule traverse l'onde de choc, elle prend un petit coup d'énergie. Et puis, comme il y a des champs magnétiques qui les isotropisent, hop, elles peuvent revenir, elles reprennent un petit coup. Et puis, elles reviennent, et puis elles peuvent faire plusieurs fois l'aller-retour autour du choc, et à chaque fois, elles prennent un petit coup d'énergie, et ça les accélère. Et ça, on connaît à peu près la puissance des supernovae dans la galaxie. Il y en a à peu près 3 tous les 100 ans, chacune fait 10 puissance 44 joules. On calcule, et on voit que c'est à peu près, s'il y a 10% de cette énergie qui passe dans les rayons cosmiques, ça fait à peu près le job. Alors, donc ça, c'est, je dirais, le modèle un peu standard. Alors après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment directement dans les ondes de choc ou bien au sein de plus vastes ensembles qu'on peut appeler superbulles, où il y a plusieurs supernovae qui interagissent entre elles. Donc, je ne rentre pas dans ces détails, mais grosso modo, la source de l'énergie, c'est probablement les supernovae. Il y a quelques autres théories associées à des pulsars de façon un peu spécifique ou des magnétars, mais bon, grosso modo, c'est ça l'idée. Maintenant, à ultra haute énergie, alors là, ce qui est sûr, c'est que les supernovae ne peuvent pas le faire. Elles ne peuvent pas aller au-delà de 10 puissance 16 électronvolts. En fait, même 10 puissance 13 probablement, et les gens essayent de pousser, peut-être 10 puissance 16, peut-être 3 10 puissance 16, mais voilà, après ça s'arrête. Donc là, on parle de 10 puissance 20 électronvolts, c'est juste impossible. Alors quoi? Alors ça peut être des sursauts gamma, ça peut être des noyaux actifs de galaxies, mais dans des conditions très particulières. Ça peut être des grands chocs au niveau des amas de galaxies. Quand vous avez de la matière qui s'effondre à vaste échelle, vous avez des grandes ondes de choc qui, elles, du coup, étant plus vastes que les chocs autour des supernovae, pourraient permettre de porter des particules encore à plus haute énergie. Après, ça peut être aussi des accélérations one-shot. Il peut y avoir de la recombinaison magnétique. Enfin, il y a tout un tas de théories, mais comme vous savez, plus il y a de théories, ça veut dire, enfin, moins on sait, en fait. Hein, c'est justement, vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'encore une fois, non seulement on ne connaît pas les mécanismes d'accélération, mais on ne sait même pas quelles sont les sources, et on ne sait même pas où elles sont, puisque pour l'instant, on a juste un ciel qui commence tout juste à être un petit peu anisotrope. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir qu'il y a un peu plus de rayons cosmiques par là que par là. Mais vous voyez, ça commence juste. D'où l'idée il faut vraiment aller plus haut en énergie, enfin plus haut en énergie ou plus vaste. Et même comme ça, ce n'est pas garanti qu'on y arrive. Parce que si les champs magnétiques extragalactiques et galactiques sont vraiment importants, plus encore qu'on ne l'espère, et si par ailleurs on a du mal à les connaître, parce que si on les connaît, on peut toujours remonter les trajectoires, mais si en plus on ne les connaît pas, et ce n'est pas si simple de savoir quel est le champ magnétique à tel endroit à 100 000 années-lumière d'ici. Donc on est tributaire de la connaissance du champ magnétique galactique. C'est pour ça que la science des rayons cosmiques est aussi insérée dans l'ensemble de la science astrophysique, parce qu'on a besoin, on s'aide les uns les autres. Parce que inversement, si on connaissait la source des rayons cosmiques, on pourrait tracer le champ magnétique galactique en disant, regardez, la particule elle vient de là, sachant que la source est là, donc il a fallu qu'elle soit défléchie comme ça. Donc c'est tout un ensemble qui se tient. Pour l'instant, on est très très loin de savoir, mais la science progresse petit à petit, et un jour peut-être qu'on saura, ou pas. Eh bien, oui, je vois encore une question. Ah bon, t'as le micro qui arrive, sinon. Étienne, donc on détecte des noyaux. Ouais. J'imagine que ces noyaux
on peut en déterminer le contenu isotopique, en fait. Ouais. Alors, quand on les détecte directement. Ouais, avec AMS, j'imagine. Voilà, ouais. Et est-ce qu'on voit des familles de fer spécifiques? Est-ce qu'il y a des résultats là-dessus? Des familles de... Je ne sais pas. Donc, tu as tu vois des isotopes, quoi. Est-ce qu'il y a des isotopes, des familles isotopiques qui sont différentes de celles qu'on observe sur Terre? Oui, alors c'est essentiellement des familles élémentales. Là, justement, j'ai montré, dans le milieu interstellaire, il n'y a quasiment pas de lithium, beryllium, bore, et dans les rayons cosmiques, il y en a plein, genre 1 million de fois plus. Et en fait, la raison, c'est que le lithium, beryllium, bore du rayon cosmique est produit en vol. C'est en fait les noyaux de carbone accélérés ambiants qui, en vol, parce qu'ils sont énergétiques, viennent se faire fragmenter par les protons ambiants du milieu interstellaire, et ils se font arracher quelques nucléons et ils deviennent des lithium, beryllium, bore. Donc voilà, ça nous renseigne sur la quantité de matière traversée dans la galaxie, etc. Donc il y a plein de sciences à faire avec ces détails élémentaires. Sur les isotopes, il y a quelques isotopes magiques, comme par exemple le néon 22, qui est très présent et qui est fabriqué par certaines étoiles spécifiques, et ça nous indique que ces étoiles doivent être en tout cas dans l'environnement des sources des rayons cosmiques. Donc il y a plein de choses à tirer effectivement de cette connaissance fine, élémentaire et isotopique du rayonnement cosmique. Donc évidemment c'est une vaste science, je n'ai absolument pas parlé de tout ça, mais il y a plein de choses à tirer de ça. Merci beaucoup, je pense qu'on peut encore applaudir Étienne. Alors tout de suite un portrait, c'est Catherine, qui adore l'expérimentation et qui réduit le bruit quantique des interféromètres qui sont capables actuellement sur Terre de voir les ondes gravitationnelles. Donc, le portrait de Catherine. En expérimental, plus on a de problèmes, plus on apprend en fait. Et c'est comme ça qu'on se forme et qu'on devient un bon expérimentateur. Moi, je travaille sur les détecteurs d'ondes gravitationnelles, donc plus particulièrement Virgo, qui est le détecteur européen qui est près de Pise. Les ondes gravitationnelles peuvent être émises, par exemple, dans la fusion de 2 trous noirs qui tournent autour d'eux-mêmes avant de fusionner. Donc cela crée des ondes gravitationnelles qui déforment la courbure de l'espace-temps. Sur Terre, la seule technique capable de détecter les ondes gravitationnelles, c'est la technique de l'interférométrie. Virgo est un interféromètre modifié de Michelson. Donc les bras font 3 km de long. Dans le principe d'un interféromètre, il faut un laser envoyé sur une lame semi-réfléchissante. Quand une onde gravitationnelle arrive sur le détecteur, elle déforme l'un des 2 bras. Et en fait, dans les 2 chemins que la lumière a fait, s'il y a une variation sur l'un des chemins, cela va se voir sur le signal qu'on va regarder à la détection. Donc, afin d'améliorer les détecteurs d'ondes gravitationnelles, il faut faire un peu la chasse au bruit. Moi, je travaille sur un bruit en particulier qui s'appelle le bruit quantique. J'ai développé une cavité optique. Donc, c'est juste un bout de verre en silice qui fait à peu près 1,36 cm d'épaisseur, donc c'est tout petit. Cette cavité, c'est un peu le bébé de ma thèse. C'est aussi un élément clé pour la nouvelle technique que l'on veut développer expérimentalement. En salle blanche, on a mis en place un banc de caractérisation pour cette cavité optique. Du coup, on vérifie que la cavité fonctionne correctement pour que quand on l'implémente sur le démonstrateur expérimental, elle fasse son job. Actuellement sur Pise, on commence déjà à mettre les nouveaux composants. Donc j'espère qu'on pourra intégrer cette cavité avant la fin de cette année. Avant tout, c'est le travail expérimental qui me motive. En fait, ça me rend directement heureuse en fait, de tourner des vis, aligner des lasers. Il y a toujours quelque chose à faire en fait. Donc pour moi, c'est très motivant de travailler dans ce cadre-là. Donc pour moi, le plus important, c'est de bien choisir son directeur de thèse, car une thèse, ça dure au moins 3 ans, voire plus. Et donc c'est avant tout une aventure humaine. On apprend à devenir chercheur grâce à son encadrant.
Voilà, justement, notre dernière question fondamentale porte sur ces ondes gravitationnelles. Comment les surprendre et comment surprendre celles qui sont issues de collisions de trous noirs supermassifs au cœur des galaxies? Et puis, comment un jour espérer voir les ondes gravitationnelles peut-être issues du Big Bang? C'est Hubert Allouin qui va nous en parler. Merci. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Donc, effectivement, alors, pendant que ça va se mettre en route, voilà. Donc, je vais vous parler d'un détecteur d'ondes gravitationnelles, mais pas un détecteur d'ondes gravitationnelles au sol. Je vais vous parler d'un détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace. Donc, il s'appelle LISA, LISA pour Laser Interferometer Space Antenna. Et donc, c'est finalement on va dire, le futur de la détection des ondes gravitationnelles. On va voir les avantages qu'il y a à aller dans l'espace et à développer des interféromètres. C'est un interféromètre, donc, là-haut. Alors, un petit mot sur les ondes gravitationnelles. Et tout d'abord, sur la gravité. Donc, en partant, on ne va pas repartir de Newton, mais on va partir d'Einstein. Et on sait que depuis la relativité générale, donc il y a un peu plus de 100 ans, 1915, eh bien, on interprète la gravité, grâce à Einstein, comme étant une déformation de l'espace-temps. Et donc, finalement, l'espace n'est plus plat et un objet massif va courber l'espace, va faire une courbure dans cette trame de l'espace-temps. Et puis, donc, il y a une citation célèbre qui illustre cela, qui est de John Wheeler, qui dit que la masse et l'énergie disent à l'espace-temps comment se courber, et la courbure de l'espace-temps dicte à la matière comment se déplacer. Et donc, c'est vraiment cette relation entre courbure et mouvement qui est à la base de la relativité générale. Alors, cette courbure de l'espace-temps, elle n'est pas forcément statique, elle peut être dynamique, et c'est la base des ondes gravitationnelles. Si vous pensez à un système binaire tel qu'il est représenté ici, là, sur cette petite animation, vous avez deux objets en rotation l'un autour de l'autre qui vont déformer la structure de l'espace-temps. Et cette structure de l'espace-temps va donc dissiper, cette déformation de l'espace-temps va dissiper l'énergie du système en créant donc des ondes à la surface de cette trame. Et donc ces ondulations à la surface de l'espace-temps, c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Avant la détection directe des ondes gravitationnelles, donc en 2015, comme ça, donc par les détecteurs terrestres, on avait déjà une certaine indication de l'existence de ces ondes gravitationnelles par l'observation des pulsars. Donc les pulsars, ce sont des objets compacts qui vont émettre des ondes radio qu'on détecte sur Terre, et parfois ces pulsars sont en couple, et donc ils orbitent l'un autour de l'autre, et en observant ces pulses radio, on est capable de déterminer la période orbitale, donc le temps qu'il faut pour qu'ils tournent l'un autour de l'autre, et cette période orbitale décroît dans certains cas, donc c'est le fameux pulsar de Hulse-Taylor détecté depuis 1974, et puis vous voyez donc à gauche la décroissance, donc c'est depuis 1974 jusqu'à 2016 en pratique, de cette période orbitale, et qui s'accorde parfaitement aux prédictions de la relativité générale, qui inclut l'énergie dissipée par les ondes gravitationnelles. Jusqu'à la détection des ondes gravitationnelles, c'était la meilleure preuve expérimentale indirecte de l'existence de ces ondes. Alors, voilà, donc on sait qu'il existe des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, ça fait partie des nouveaux messagers, c'est au cœur du travail et de la science du laboratoire astroparticules et cosmologie, du laboratoire APC. Et les ondes gravitationnelles, comme les ondes électromagnétiques, ont un spectre. Donc il y a des ondes gravitationnelles de petite longueur d'onde, de moyenne longueur d'onde, de grande longueur d'onde. Typiquement ici, vous voyez le spectre d'ondes gravitationnelles. Donc à droite, vous avez des ondes gravitationnelles qui vont avoir une période de l'ordre de la milliseconde, ou du centième de seconde. On va passer par des ondes gravitationnelles qui vont avoir des périodes de l'ordre de l'heure, et puis encore à plus basse fréquence, des plus grandes longueurs d'onde, des ondes gravitationnelles qui vont avoir des périodes d'années, de dizaines d'années, de centaines d'années, de milliards d'années. Donc on va avoir un spectre d'ondes gravitationnelles sur une très grande gamme, et chacune de ces gammes de longueur d'onde va apporter une information particulière sur un certain type de source. Évidemment, des sources où la gravité est à l'œuvre, puisque les ondes gravitationnelles, vous l'aurez compris, c'est la signature de la gravité dans l'univers. Et donc, on va dire à haute fréquence, vous avez des petits objets, ce que pour nous on va appeler des petits objets,
type des supernovas, des étoiles à neutrons en rotation. Vous allez avoir, quand on va descendre en fréquence, monter en longueur d'onde, on va avoir des objets de plus en plus massifs. Donc on va passer par des trous noirs de plus en plus massifs, de dizaines, de centaines, de milliers, de milliards, de millions de masses solaires. D'accord ? Donc là, on va atteindre, pour des trous noirs de millions de masses solaires, des périodes de l'ordre de la dizaine de secondes jusqu'à l'heure. D'accord ? Ça va être le domaine de LISA, j'y reviendrai. Et puis, si on continue à monter en masse, on va atteindre des objets de plus en plus lourds avec des périodes de plus en plus longues. Ça va être des périodes qui vont se compter en années. Et puis, si on prend l'univers à grande échelle, donc par exemple les fluctuations quantiques de l'univers primordial, vont créer des ondes gravitationnelles qui vont se voir sur toutes les échelles, et notamment à l'échelle de l'univers lui-même. Alors, parmi toutes ces sources, j'en ai sélectionné une. Je ne peux pas toutes les faire, évidemment. J'en ai sélectionné une que j'aime bien. C'est un petit trou noir. Alors, nous, quand on dit petit, c'est 270 masses solaires. D'accord ? C'est déjà un beau bébé. Qui tourne autour d'un gros trou noir. 3 millions de masses solaires. Alors, est-ce que les trous noirs de 3 millions de masses solaires, ça existe? Oui. Et on en a un au centre de notre galaxie. On sait qu'il fait 3 millions de masses solaires. A priori, il n'a pas de compagnon de ce type-là. Mais on sait que les trous noirs supermassifs de millions de masses solaires, ça existe. Et donc, dans l'univers, il doit exister des couples binaires avec un petit trou noir en orbite autour d'un grand. Et au final, ça perd de l'énergie, le couple se rapproche, la distance diminue, jusqu'à ce qu'il y ait coalescence, collision, et c'est ce qui est simulé là. Donc je vais lancer la petite vidéo. Donc ce que vous voyez à l'écran, on démarre 100 jours avant la coalescence, on est déjà à 30% de la vitesse de la lumière pour un objet qui fait 270 masses solaires. Et la courbe en rouge, c'est la trajectoire du compagnon. Ah, il n'y a pas de son. Si, ça arrive. Voilà. Et ce que vous entendez, c'est la transcription sonore de l'onde gravitationnelle. D'accord ? Donc on voit que ça fait un peu un bruit de popcorn. Pop, 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 pop. Donc c'est vraiment une signature très typique de ce qui se passe. Donc c'est une onde gravitationnelle émise dans un champ extrêmement fort. Vous voyez que vous entendez que la fréquence augmente et ça s'arrête. Et ça s'arrête pourquoi? Parce que le petit trou noir a été absorbé par le gros. On est redevenu avec un système parfaitement sphérique. Il n'y a plus d'émission d'ondes gravitationnelles. D'accord? Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais la collision s'est effectuée à peu près à 50% de la vitesse de la lumière, d'accord, pour un objet qui fait 270 fois la masse du Soleil. D'accord? Donc c'est une énergie absolument monumentale qui est dissipée par les ondes gravitationnelles. Donc retenez ça, l'énergie transmise, émise par ondes gravitationnelles est très importante pour ces objets très massifs. D'accord? Retenez cela. Et alors après, c'est bien joli tout ça, on a des sources, est-ce qu'on sait les détecter? Comment on fait pour les détecter? Alors je vous ai dit que c'était une déformation de l'espace-temps. Voilà une illustration de cette déformation de l'espace-temps, cette espèce de tube là que vous voyez à gauche. C'est finalement, ça représente finalement un cercle d'espace-temps, si vous voulez, un cercle qui va se déformer avec la propagation de l'onde gravitationnelle, donc de la gauche vers la droite. Et puis si on plaçait au niveau de ces cercles 3 masses, donc c'est-à-dire complètement au repos, complètement libre de toute autre force que la gravité, eh bien on verrait qu'elle se déplace, en tout cas la mesure que l'on fait entre ces masses indiquerait qu'elle fluctue, que cette distance bouge. Donc on a ce fameux un petit delta L, voilà, la distance entre les masses qui va varier, qu'on va mesurer variable, et ce delta L sur L, hein, donc c'est une déformation élastique, c'est proportionnel à la fameuse amplitude de l'onde gravitationnelle, d'accord, et on va voir un peu ce que ça veut dire en termes de nombre. Donc, l'effet qu'on va chercher à observer sur Terre ou dans l'espace, essentiellement, c'est ce petit déplacement d'une masse par rapport à l'autre, observé notamment par des faisceaux laser. Alors, bon, c'est bien joli tout ça. Maintenant, il s'agit d'avoir une petite idée de ce qu'on cherche à mesurer. Moi, je suis un physicien instrumentaliste, je développe des détecteurs. Donc, ce qui m'intéresse de savoir, est-ce que c'est faisable de détecter que ça? D'accord? Il ne s'agit pas d'avoir un phénomène, il ne s'agit pas de savoir qu'il y a un effet observable, encore faut-il être capable de le détecter. Alors on fait des évaluations en ordre de grandeur. On considère une source de masse m, d'accord, soumise à une vitesse v, et ces deux masses, donc m sur 2, deux objets de masse m sur 2, vont rentrer en collision à la vitesse v. On peut faire une estimation en ordre de grandeur de l'amplitude de l'onde gravitationnelle qui serait observée à une distance r. Donc voilà, petite animation, voilà, qui vaut ce qui vaut. Bref, vous avez une onde gravitationnelle produite, une petite fluctuation d'une masse, de la distance entre deux masses.
petit delta L, et on va essayer d'évaluer la longueur. Alors, en ordre de grandeur, sans entrer dans les détails, voilà la seule équation que je mettrai dans mes slides, mais vous reconnaissez dans cette amplitude H, donc qui est la longueur, la fluctuation relative de longueur, qui est donnée donc par typiquement 2 gm v carré sur RC4. Donc on reconnaît deux constantes fondamentales de la gravité et de la théorie de la relativité. Donc on a G pour la constante de gravitation et C qui est la vitesse de la lumière. Et G sur C4, c'est extrêmement petit. Et G sur C, enfin, c'est très petit. Donc si on met des chiffres derrière tout ça, ça veut dire que si on imaginait un objet d'une collision de masse solaire au centre de la galaxie avec une vitesse relative de 1% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà très conséquent, d'accord? Donc à 30 000 années-lumière, 1% de la vitesse de la lumière, une masse du Soleil, eh bien on s'attend à une fluctuation d'1 picomètre sur 1 million de kilomètres. D'accord? C'est l'ordre de grandeur qu'on cherche à observer. D'accord? Donc c'est-à-dire, c'est ce que je viens de dire, 1% du diamètre d'un atome sur 3 fois la distance Terre-Lune, pour fixer à peu près les idées. Et c'est ça qu'on cherche à observer expérimentalement. Bon, tout expérimentateur sensé dira à ce moment-là qu'il va faire autre chose. Mais en fait, si, c'est faisable. Alors comment on fait? Alors ça, vous avez déjà vu cette petite vidéo. Eh bien, on va utiliser des instruments extrêmement précis. Et typiquement, on va utiliser de l'interférométrie. L'interférométrie, probablement la plupart d'entre vous savez déjà ce que c'est, mais globalement, pour résumer, on a une source lumineuse, un laser, qui est scindé en deux, et vous savez qu'une... la lumière, c'est une onde électromagnétique, et donc, ça a une longueur d'onde. Donc, on a une fluctuation du champ électromagnétique avec sa propagation, qui va se propager dans l'espace, qui va être réfléchie par des miroirs. Si on a découpé en deux cette onde électromagnétique, elle va se réfléchir, se recombiner et se resuperposer. Si cette superposition est en opposition de phase, on n'a pas de lumière. D'accord? On n'observe rien, pas de lumière. Si par contre elle est en phase, c'est-à-dire qu'on a le même déplacement à une longueur d'onde près entre les deux miroirs, eh bien on va avoir de la lumière sur le détecteur. Et l'intérêt de cette technique, c'est que la grande graduation, c'est pour passer de pas de lumière à lumière maximale, c'est typiquement une variation de distance entre les deux miroirs qui va être de la longueur d'onde, en fait une moitié de longueur d'onde. Et donc ça veut dire typiquement une fraction de micromètre, donc 1 micromètre, la moitié d'un micromètre. Et puis ça, c'est la plus grande graduation de votre règle de mesure. Vous êtes capable de la rediviser, de la subdiviser, en mesurant finement la lumière sur le détecteur, et donc de faire des mesures ultra précises qui vont descendre justement à ce que l'on cherche, donc à des... en fait, au sol, ils vont être au niveau du zeptomètre, donc 10-18 mètres. Alors, les interféromètres de ce type-là existent au sol. Catherine, juste avant, les a décrits. Donc, il y a trois grands interféromètres géants existants aujourd'hui au sol et opérationnels. Donc, un en Italie, Virgo à Cascina en Italie, et deux aux États-Unis, à Livingstone en Louisiane et à Hanford dans l'État de Washington, sur la côte ouest, avec des bras donc, qui font 3 à 4 km de long. Et ça a permis, en septembre 2015, pour les détecteurs LIGO aux États-Unis, d'observer le premier effet direct d'une onde gravitationnelle, le déplacement des miroirs en bout de bras de cet interféromètre. Et c'est ce que vous avez entendu, c'est toujours la retranscription sonore de l'onde gravitationnelle, ces oscillations, ces tremblements de ces miroirs, le même tremblement sur les deux détecteurs situés à plusieurs milliers de kilomètres de distance, la première trace d'onde gravitationnelle. Alors ça marche très bien au sol, mais moi je vais vous parler de LISA. Alors en fait, LISA, c'est un interféromètre, c'est le même principe, sauf que au lieu de rester au sol, on va aller dans l'espace, et au lieu d'avoir 3 à 4 km ou quelques kilomètres entre les miroirs, pour les bras de l'interféromètre, dans l'espace, Étienne l'a dit, il y a de la place, d'accord ? Et donc on va mettre 2,5 millions de kilomètres, tant qu'à faire, entre les satellites. Et puis on va mettre 3 satellites, ce qui va nous faire 3 interféromètres en pratique. On va pouvoir construire 3 interféromètres. Et puis, donc ils vont orbiter, voilà, vous voyez l'animation, derrière la Terre, 60 millions de kilomètres derrière la Terre. Alors, pourquoi on veut aller dans l'espace et pourquoi on veut 2,5 millions de kilomètres? Pour plusieurs raisons.
D'une part, avoir des grandes longueurs de bras, ça permet d'être plus sensible, hein, le fameux delta L sur L. Hein, plus elle est grande, plus l'effet de l'onde gravitationnelle sera important. Et puis aussi, on ne sera pas perturbé par les vibrations du sol. Les interféromètres aujourd'hui au sol sont limités par les bruits sismiques, par les bruits tectoniques, gravitationnels terrestres, alors que si on est dans l'espace, c'est beaucoup plus calme. Et avec cette grande longueur de bras, on sera capable d'observer des phénomènes à beaucoup plus basse fréquence, et notamment les fusions de trous noirs supermassifs dont je parlais tout à l'heure. Alors voilà une petite vidéo qui décrit un peu ce qu'est LISA. Donc c'est deux masses inertielles qui vont... Alors, ça c'était LISA Pathfinder, pardon, c'était le démonstrateur. Donc c'était en fait en modèle réduit ce qu'on fera avec LISA. Donc deux masses inertielles qui doivent être affranchies de toute autre perturbation que la gravité, et dont on mesure la distance avec une très grande précision par un banc interférométrique. Alors comment on fait ça? Eh bien on a un satellite, on lâche deux masses inertielles, chacune dans sa chambre à vide. On met tout ça dans un satellite. Et puis, pour s'affranchir de toutes les perturbations qui ne sont pas gravitationnelles, en grande partie la force de pression du vent solaire, eh bien, on va asservir le satellite pour se centrer en permanence autour de la masse inertielle et la protéger finalement de toute autre perturbation que de la gravité. Alors avec LISA Pathfinder, l'objectif n'était pas évidemment de détecter les ondes gravitationnelles. L'objectif était de démontrer qu'on était capable de faire un satellite qui vole sans autre perturbation que la gravité. Et en fait, ça a très très bien marché, puisque en 2017, des résultats ont été publiés qui sont plus d'un ordre de grandeur meilleur que ce qui était prévu, et donc on sait que LISA est faisable du point de vue de vol inertiel. Et donc de LISA Pathfinder, on va à LISA. Et donc la justification de LISA, comme je disais, c'est que les détecteurs terrestres sont capables de détecter donc, des ondes gravitationnelles avec des relativement courtes longueurs d'onde, donc des phénomènes rapides, haute fréquence, pour ce qui nous concerne, hein, plutôt, on va dire, quelques dizaines, centaines de hertz. Mais LISA, avec de très grands bras, des bras de 2,5 millions de kilomètres, va être capable de mesurer les ondes gravitationnelles qui vont être dans le domaine de millihertz, c'est-à-dire plusieurs heures de période, plusieurs secondes, plusieurs minutes de période, et donc détecter les fusions de trous noirs supermassifs, donc les fusions des trous noirs qui sont au centre des galaxies, entre autres les binaires de masse extrême, l'illustration que je vous ai donnée tout à l'heure, avec un très gros trou noir autour duquel orbite un petit. Et pour mesurer cela, eh bien, il faut des instruments de haute précision, typiquement donc 3 satellites, chacun équipé de 2 instruments qui émettent et reçoivent de la lumière pour mesurer la distance entre deux masses tests qui vont être séparées de 2,5 millions de kilomètres. Ça nécessite le développement de techniques d'interférométrie de pointe, donc sur des bancs ultra stables, et d'autres types de techniques, type les micropropulseurs qui doivent recaler le satellite sans perturber la mesure. Donc voilà, ça c'est le principe global de la mission LISA. Et donc LISA devrait être lancée en 2034, et aujourd'hui, LISA est en phase, donc a été approuvée, acceptée par les agences spatiales, donc c'est un projet essentiellement européen avec l'ESA et avec la NASA, avec l'agence spatiale américaine. Et donc on est en phase aujourd'hui de conception de l'instrument, et on va bientôt passer dans les phases de définition détaillée de l'instrument pour concevoir et lancer l'instrument en 2034. Alors, puisque aujourd'hui on parle essentiellement aussi du rôle du laboratoire APC dans ces projets, donc en l'occurrence dans le projet LISA, à l'APC on a la chance d'avoir des équipes qui sont impliquées dans tout le spectre de ce qu'il y a à développer, à faire pour tirer le maximum de science de LISA, de l'instrument LISA, de la théorie jusqu'à l'instrumentation, et vice-versa, de l'instrument jusqu'à la théorie. Donc, les premières choses qu'on va se demander, évidemment, c'est que peut-on apprendre avec des ondes gravitationnelles? Alors, voilà quelques-unes des questions qui sont aujourd'hui traitées au laboratoire, parmi d'autres, hein. Mais par exemple, en mesurant l'onde gravitationnelle émise par des objets ultramassifs, donc dans ce qu'on appelle des champs gravitationnels très forts, on va être capable, en partie, de tester si la relativité générale est vraiment correcte. On sait que la relativité générale, à un point, est incompatible avec la mécanique quantique,
Et donc, on va essayer de la pousser dans ses retranchements pour voir jusqu'à quel point elle est valable. Et donc, on va tester si les ondes gravitationnelles prédites par la relativité générale pour les objets ultra compacts est toujours valable. On va aussi pouvoir peut-être détecter les ondes gravitationnelles émises aux tout premiers instants de l'univers, notamment peut-être par les fluctuations quantiques au tout début, juste après le Big Bang. Donc on a des effets quantiques qui ont pu produire des ondes gravitationnelles. C'est très intéressant parce que c'est un mélange finalement de gravitation, décrite par la relativité générale, et de mécanique quantique. Donc si on arrive à les observer, on va avoir des idées sur la physique qui a pu avoir lieu aux premiers instants de l'univers. Et puis si on ne les détecte pas, ça va mettre des contraintes sur les modèles des théoriciens. C'est-à-dire qu'on a toujours des théories qui vous prédisent beaucoup ou pas beaucoup, et on va pouvoir comme ça éliminer un certain nombre de modèles, éventuellement, même s'il n'y a pas de détection. Et puis d'un point de vue cosmologique, donc sur l'observation de l'univers lui-même, on peut utiliser les ondes gravitationnelles, ce qu'on appelle des chandelles standards, c'est-à-dire qu'on sait que pour une onde gravitationnelle de telle forme, ça veut dire qu'elle doit émettre tant de luminosité d'onde gravitationnelle, et donc on va pouvoir calculer sa distance de luminosité, ce qu'on appelle, donc sa distance telle que déterminée par si elle était lumineuse. Et puis si on arrive à mesurer indépendamment sa vitesse d'éloignement, ce qu'on appelle finalement le redshift, en identifiant sa galaxie haute, eh bien on va pouvoir relier sa distance à sa vitesse d'éloignement, donc distance de luminosité versus redshift. Et ça, c'est une prédiction du modèle standard de la cosmologie, c'est l'expansion de l'univers. Et aujourd'hui, on a des biais, puisqu'on sait mesurer cette expansion de l'univers à petite échelle, très proche de nous, et puis on sait le mesurer à très grande échelle au moment du fond diffus cosmologique, 300 000 ans après le Big Bang. Grâce aux ondes gravitationnelles, on pourrait être capable de combler cette échelle et d'avoir des mesures de cette expansion de l'univers à des redshifts de l'unité, voire de quelques unités. Donc vraiment à grande échelle et à combler ce qui manque aujourd'hui entre ces mesures proches et ces mesures lointaines qui aujourd'hui sont légèrement incohérentes entre elles. Et puis, pour faire un instrument, encore faut-il être capable de le développer. Et donc à l'APC, on se demande, avec d'autres collègues dans d'autres laboratoires, évidemment c'est une grande collaboration, on va se demander si on est capable et comment on fait pour réaliser un instrument qui a la précision requise, donc un instrument spatial. Et il y a deux points que je vais citer par rapport aux activités instrumentales qu'on fait au laboratoire. Un premier aspect, c'est est-ce que l'instrument se comporte vraiment tel que les simulations instrumentales le disent? On peut toujours simuler un instrument sur ordinateur, encore faut-il être sûr que la dure réalité des choses se conforme au modèle informatique. Et pour ça, on peut essayer de mettre en place des expériences qui vont essayer de générer des signaux à la LISA et voir s'ils se comportent, s'ils peuvent être analysés de la même façon que ce qu'on a dans nos simulations informatiques. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, sur lequel se positionne la France aujourd'hui, c'est le fait qu'il va falloir tester l'instrument avant son vol. Et pour cela, il va falloir déterminer si c'est possible de tester un instrument aussi sensible que ce qui est nécessaire pour LISA au sol. Si on va dans l'espace, c'est parce que dans l'espace, l'environnement est beaucoup plus calme. Donc ça veut dire, à contrario, qu'au sol, on va avoir du mal à mesurer les performances. Parce que le sol, c'est bruyant, parce qu'il y a des vibrations. Alors il faut avoir des astuces. Il faut avoir des astuces pour mesurer les performances de l'instrument avant de le mettre dans un satellite et avant de l'envoyer dans l'espace. Il n'est évidemment pas question d'envoyer un instrument qui n'aurait pas été testé. Donc on est en train de travailler, on développe des bancs d'interférométrie très stables. Vous voyez, c'est la petite image en bas à droite. C'est une illustration. Voilà, on est en ce moment en train de développer ces bancs de caractérisation et de démonstration de notre capacité à intégrer l'instrument et à le tester avant le vol. Et puis pour finir, c'est mon dernier slide, il faut aussi être capable de traiter, d'analyser les données. Vous pouvez imaginer que sous LISA, en fait, on va se retrouver un peu comme quand vous écoutez la radio sur la bande FM, et vous ne savez pas quelle est la longueur d'onde, il faut régler votre instrument, d'accord, votre tuner. Vous avez un bruit de fond. Il va falloir arriver à identifier à l'aveugle où sont les stations, et en plus avec la bonne fréquence où il faut l'analyser, comment on va extraire l'information à une longueur d'onde donnée, à une fréquence donnée,
Et puis encore, avec la difficulté supplémentaire que cette fréquence a le mauvais goût d'apparaître, de disparaître. Donc le signal apparaît, disparaît éventuellement, ou se déplace au cours du temps. Et donc il faut extraire de ce bruit de fond instrumental plus gravitationnel les informations pertinentes des ondes gravitationnelles provenant de l'espace. Donc ça, c'est un challenge en lui tout seul. Et puis l'autre challenge, c'est même si on a les méthodes, il faut encore les transformer en algorithmes qu'on peut faire tourner sur des ordinateurs et vérifier que la puissance de calcul que l'on a aujourd'hui ou qu'on disposera raisonnablement au moment du vol de LISA permettront de sortir et d'extraire les informations scientifiques des signaux de LISA. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hubert. Est-ce qu'il y a peut-être quelques questions? On a un peu de temps pour quelques questions. Bonjour et merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question concernant l'analyse des données. Ouais. Vous avez dit que vous travaillez donc pour différencier l'information utile des bruits. Ouais. Une fois que vous avez cette information utile, est-ce que vous pourrez également nous expliquer comment vous allez la classifier pour déterminer exactement par exemple, s'il s'agit de la coalescence de deux trous noirs ou d'une étoile à neutrons et un trou noir, ainsi de suite? Oui, alors, de façon classique, en fait, on fait à la fois souvent la détection et l'identification en même temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des modèles de sources astrophysiques qui vont nous dire, par exemple, si je cherche la fusion de deux trous noirs qui font chacun, on va dire, 1 million de masses solaires, eh bien, la relativité générale, les modèles de relativité générale vont prédire une certaine forme d'onde gravitationnelle que l'on va chercher dans les données. Et ça va être finalement la corrélation entre ces modèles et la mesure instrumentale qui va permettre d'extraire et d'identifier ces paramètres astrophysiques et dire, oui, effectivement, là, j'ai bien trouvé un couple de trous noirs d'1 million de masses solaires, et si ce n'est pas exactement 1 million de masses solaires, eh bien on va ajuster les paramètres jusqu'à ce que la corrélation soit la meilleure possible. Et puis ça, on fait ça pour l'ensemble des sources. Ce qu'il faut considérer, c'est que sur LISA, on va avoir toutes les sources en même temps. On ne peut pas simplement sélectionner en disant « je veux cette source-là, et puis après, je vais essayer celle-là ». Non, on a toutes les sources en même temps, et donc il faut faire finalement cette identification en parallèle pour tout un tas de sources que l'on pense être dans les données. Alors, on a quelques idées, après, on peut identifier un peu le nombre de sources, des choses comme ça, il y a quelques astuces, mais globalement, il va falloir extraire simultanément un grand nombre de sources, les plus puissantes d'abord, et puis ensuite, on va dans les de plus en plus faibles, jusqu'au moment où on pense atteindre le niveau de bruit de l'instrument. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon, moi, j'ai une curiosité. Donc, merci pour ta présentation. Supposons qu'on a envie de continuer à faire marcher LISA après les années de la mission nominale. Est-ce qu'il y a un moyen de faire une extension de la mission? Est-ce qu'il y a, on peut envoyer une sonde, quelque chose pour ravitailler? Alors ça va être compliqué. Alors là, on va plus être dans le domaine de la technologie spatiale pour le coup. Et c'est ça qui va limiter la durée de la mission. Alors pourquoi? Parce que LISA est prévu pour être lancé en 2034. Il va y avoir 6 ans nominal, on va dire, ce qui va nous amener jusqu'à 2040. Et puis il y a 4 ans pour lesquels on pense encore que la mission sera opérationnelle si elle est encore en bonne santé. Donc voilà, peut-être 10 ans en orbite, peut-être 12, enfin bref, de cet ordre de grandeur-là. Mais au bout d'un certain temps, on a des limites dures. On a des limites dures qui sont liées à la consommation du carburant pour maintenir le satellite autour des mass tests. On utilise des gaz froids, donc on utilise un peu d'azote que l'on éjecte. Et au bout d'un certain temps, les réservoirs sont vides, on ne peut plus rien faire. La constellation ne protégera plus les test mass contre les perturbations du vent solaire. On n'aura plus de mesures exploitables. Et puis l'autre part, c'est qu'on va être lié aux lois de la gravité, les satellites aussi. Et vous savez qu'il y a des perturbations gravitationnelles même dans l'espace, notamment la plus importante pour nous, pour la constellation, ce sera la Terre. Et au fur et à mesure, les satellites vont avoir tendance à se séparer les uns des autres. Et la constellation, au lieu de rester bien triangulaire, va commencer
à s'éparpiller, à s'éloigner, et on sera plus capable d'établir des liens laser entre les satellites. Donc ça, c'est la limite dure. Alors on pourrait imaginer envoyer pas quelqu'un, mais quelque chose, on va dire, pour aller... Mais c'est extrêmement compliqué. Il faut imaginer qu'on a 2,5 millions de kilomètres entre les satellites, on est à 65 millions de kilomètres de la Terre. Et reformer la constellation, en fait, ça serait plus économique d'en lancer une autre. Donc voilà. Alors, nous allons juste enchaîner avec le dernier portrait, c'est le portrait de Guillaume, et il va s'intéresser à cette petite phase d'inflation de l'univers que l'on cherche tant à comprendre. Le portrait de Guillaume. L'astrophysique, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé dans le sens où c'est comprendre où on est et comment on est arrivé là, mais sur quelque chose qui est infiniment plus grand que nous. Mon sujet de thèse, c'est l'étude de la polarisation du rayonnement fossile, autrement appelé fond diffus cosmologique. Alors le rayonnement fossile, c'est les premières lumières émises par l'univers 400 000 ans après le Big Bang. L'intérêt d'étudier cette polarisation, c'est de valider la théorie de l'inflation, qui est une théorie où l'univers aurait grandi de manière exponentielle et se serait refroidi. Donc cette période, appelée l'inflation, pourrait être validée par la détection des modes B, qui seraient les témoins de cet événement cataclysmique à l'échelle de l'univers. CUBIC est un instrument développé pour cette question, donc l'étude des modes B. C'est un interféromètre bolométrique. Donc, CUBIC a d'abord été imaginé en 2002 et lancé en tant que projet en 2008. À l'APC, on a reçu tous les instruments développés par différents laboratoires et on a fait ce qu'on appelle la phase d'intégration. On a assemblé tous les instruments et après on a fait ce qu'on appelle de l'AIT-AIV, c'est-à-dire qu'on a testé et validé que les instruments fonctionnaient bien tous ensemble. Pour réussir cet exploit, on utilise une chaîne de détection à très haute sensibilité. On va utiliser des amplificateurs qu'on appelle des SQUID, qui ont été intégrés ici à l'APC et qu'on utilise pour augmenter la sensibilité de l'instrument. Au niveau de mon travail, je vais me retrouver à travailler avec des cryogénistes, des électroniciens, des mécaniciens et il va falloir faire le lien entre toutes ces personnes pour obtenir des blocs qu'on puisse utiliser et implémenter directement dans l'instrument. Aujourd'hui, CUBIC est parti il y a quelques mois en Argentine. Sa prochaine étape, ça sera donc d'observer, d'abord d'être intégré à Salta, puis d'observer sur le site d'observation, donc au plateau de la Puna. Moi, personnellement, durant mes études, on m'a souvent fait la remarque que je n'avais pas le profil pour faire une thèse, du fait que j'ai redoublé, du fait que je n'ai pas un parcours qui soit 100% physique, puisque j'ai commencé par faire de la biologie, puis de la chimie, et ensuite de la physique. On me l'a souvent reproché, et on m'a souvent dit que je ne pourrais pas faire une thèse. Il s'avère qu'en fait, en arrivant en thèse, il y a très peu de personnes qui n'ont pas redoublé finalement. Et c'est plus une motivation et une motivation sur le sujet et un profil type qui va être cherché plutôt qu'un dossier qui soit complètement parfait, sans redoublement et toujours dans la même voie. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie vraiment d'être venu à cette journée et puis merci aux orateurs, merci pour les présentateurs et merci beaucoup à tous. Ça nous fait du bien après tout ce confinement d'être là en présentiel. Voilà. Bonne soirée et merci.